Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Brest pour cette émission en direct et en public depuis le site de l'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Le thème de ce soir, c'est l'océan et le climat. Donc nous aurons tout au long de l'émission des interviews en direct avec des chercheurs, notamment d'IFREMER. Nous aurons aussi des reportages pour que vous puissiez tout comprendre sur les liens étroits qui existent entre la mer et notre atmosphère qui se réchauffe, comme vous le savez. Bonjour Jean-Louis Etienne. Bonjour Fred. Ça fait plaisir que vous soyez là. Et moi aussi. Bon, alors je vous présente encore, vous êtes grand explorateur des océans, des régions polaires également. Vous êtes en train de préparer une nouvelle expédition assez impressionnante dont vous allez nous parler. Vous avez navigué sur tous les océans, vous les connaissez tous ? Pas tous. L'océan Arctique, l'océan Antarctique, l'Atlantique. Il me manque l'Indien. Et pourquoi donc vous êtes fâché avec lui ? Pas du tout, non, j'aime bien les Indiens, mais ça sera la prochaine fois. La prochaine expédition partira dans l'océan Indien. Et celle-ci, là, celle qui va venir, vous allez nous en parler, c'est dans l'océan austral, dans les 50e hurlants. Ça va balloter un peu quand même, pas mal. Non. Ah bah vous nous racontez ça. Bonsoir François Jacques. Bonsoir. Bon, je vous présente devant votre public, vous êtes le président, directeur général de l'IFREMER. D'abord, merci beaucoup de nous accueillir. Alors ici on est à Brest, c'est le principal centre de l'IFREMER, mais il y en a un petit peu partout en France. Et il y a combien de personnes à l'IFREMER ? Disons que l'IFREMER, c'est à peu près 1500 personnes si on compte tout et on met tout bout à bout. 1500 ? Oui. D'accord. Et de magnifiques bateaux aussi. Et une flotte de bateaux turiers, de bateaux côtiers, mais aussi un sous-marin, mais aussi des engins sous-marins. Donc le Nautil, toute une panoplie d'engins. D'accord, très bien. Eh bien, vous allez nous parler de tout ça aussi. Et puis, nous répondrons également dans cette émission aux questions que vous nous envoyez, ou en direct, ou que vous avez déjà envoyées sur nos réseaux sociaux. C'est plus exactement Élodie qui va recevoir vos messages. Oui, Fred, nous recevons tous les messages, les questions des internautes directement sur la plateforme de l'émission ou sur nos réseaux sociaux, sur la page Facebook de l'Esprit Sorcier ou sur Twitter avec le hashtag Esprit Sorcier. Donc merci, allez-y, profitez-en, n'hésitez pas à poser vos questions. Et puis tout de suite, un petit aperçu de ce que nous allons voir ce soir. Êtes-vous prêt à partir à la découverte des océans ? Oui ? Dans cette émission, nous allons voyager à travers les mers du globe, découvrir les équipes de l'IFREMER sur le pont de leur campagne océanique, mais aussi dans leur laboratoire. Notre mission aujourd'hui est de comprendre le rôle fondamental que joue l'océan dans le climat de notre planète, mais aussi les impacts du changement climatique sur la mer, réchauffement et montée des eaux salines, acidification des océans, effet sur la biodiversité marine, fonte de la banquise. Heureusement, l'océan contribue aussi à limiter le réchauffement climatique de la planète. Oui, on ne le sait pas assez, mais il absorbe une grande partie du dioxyde de carbone que nous rejetons en permanence dans l'atmosphère. Et puis, il est aussi le principal régulateur du climat. Il absorbe la chaleur du soleil, la transporte et la restitue dans l'atmosphère. Merci l'océan, cela mérite bien une grande émission. Voilà, et puis avant d'en venir à ces questions du réchauffement et des océans, on a envie de rêver un peu quand même, parce que les océans, c'est l'aventure, c'est le rêve. Je voudrais qu'on commence par parler de votre projet qui s'appelle PolarPod, et qui, alors c'est quelque chose qui est un projet, excusez-moi, mais un peu fou quand même, mais sûrement utile. Mais alors vous allez envoyer des scientifiques se faire balloter dans les 50e hurlants sur un vaisseau complètement incroyable. Je n'avais jamais vu ça. Alors vous allez me dire qu'on les envoie sur un bouchon se faire balloter. Je sais pas, mais enfin bon. Déjà, expliquez-nous. On va voir une image pour bien comprendre où ça se passe. D'accord. Alors ça se passe autour de l'Antarctique. Vous voyez au milieu là, l'Antarctique, c'est grand comme 28 fois la France. Si on fait un puzzle de 28 France, donc on obtient la surface de l'Antarctique et vous recouvrez le tout de 2500 ou 3000 mètres de glace d'épaisseur. Presque 2,5 km, 3 km de glace d'épaisseur sur 28 France. C'est un énorme glaçon. Ouais. C'est la grande réserve d'eau douce de la planète. Et tout autour, les spaghettis de couleur que vous avez vus, c'est le courant circumpolaire antarctique.
Voilà, on le voit bien Voilà. là. Ok. Et donc, vous pouvez constater une chose déjà, c'est que dans l'hémisphère sud, l'océan fait le tour du monde. Ouais. Hein, dans notre hémisphère, par exemple ici à Brest, le continent européen s'arrête, et puis on traverse l'Atlantique, et de l'autre côté, vous avez les États-Unis. Là, dans le sud, c'est un continent qui fait le tour et qui est poussé, ce courant, par les fameux 50e hurlants. Et donc, ce courant, cet océan austral, toutes les publications sur cet océan se terminaient toujours pareil. On manque des mesures in situ. On a besoin quand même de l'homme, malgré les satellites, malgré les albatros, malgré les éléphants de mer, malgré les balises Argo. On a besoin de l'homme. Et c'est ça l'équation. Je me dis, quel type de bateau il faudrait... Il est un peu hostile quand même, ce courant. Oui, mais c'est parce qu'il est hostile qu'il va falloir trouver un bateau intelligent, hein. D'accord. Qui Justement, allez-y, on va en parler. On va voir des images. Vous appelez ça un bateau, vous? Oui, c'est un Vous navire appelez ça vertical. un bouchon. C'est un navire vertical, parce qu'on est un navire. On va le voir. On est Ça y est, là, on Voilà. le voit là dans sa position. C'est un on va navire voir tout à l'heure. vertical. Il est inscrit maritime, pavillon français, c'est un vrai bateau, Ouais. si vous voulez. Et donc, il se déplace avec le courant. Donc, on a le vent, bien dérive. sûr, il dérive. On va exploiter le courant circumpolaire pour faire le tour. Alors, on ne peut pas l'amener, si vous voulez, il n'est pas motorisé, donc il va être amené à l'horizontale, tiré par un remorqueur. On n'ira pas si loin, il y aura certainement un peu plus de vagues dans le coin. Et une fois qu'on sera arrivé sur zone, on ballaste. Ballaster, ça veut dire qu'on remplit des réservoirs qui sont dans le fond. Ouais, combien de tonnes vous mettez? L'ensemble fait presque 1000 tonnes. Hein. Mais en fait, ce sont des réservoirs qui se remplissent petit à petit et ils basculent. C'est du ballastage, un peu comme les sous-marins qui vont sous l'eau, on les ballaste. Et puis, hop, il remonte et il va adopter sa position de dérive. Il est perché à combien au-dessus? À 15 mètres. Regardez la taille d'une personne qui est au bout, là. Ça donne une idée de l'échelle, vous voyez. Là, c'est un petit sous-marin. C'est pas un missile, ça, qu'on met à l'eau. C'est un petit AUV, c'est un sous-marin de recherche. Non, mais sérieusement, vous voulez mettre des personnes dessus, là, mais ils vont, ça doit bouger quand même, non? Non, je vous dis que non, depuis tout à l'heure. Non, mais Fred, d'accord. Mais non, c'est vachement stable. C'est très stable. Et ça ne pilonne pas. C'est beau. Je vous explique juste, si vous me permettez une seconde. Regardez la personne qui est au bout, ça donne une idée de l'échelle. Vous voyez, au bout de la flèche, là. Là-dessus, on pourra mettre aussi des vagues qui nous permettront de gagner en vitesse. 7 scientifiques dessus. 3 marins. 3 marins. Et 4 ingénieurs ou techniciens qui vont faire de l'acquisition de données, de la mesure, qui vont faire marcher les instruments, les réparer, les calibrer et envoyer les données aux scientifiques qui ont proposé les programmes qui sont à terre. Vous irez, vous, bien sûr, dessus? Oui, bien sûr. Pas les 3 ans, parce que... Alors, ça dure 3 ans? C'est Mercator Océan et Météo France pensent que ça devrait durer entre 2 ans et demi, 3 ans. Donc, il y aura des relèves d'équipage. Bon, s'il y a des volontaires dans le public, vous pouvez vous inscrire peut-être, non? Il va y avoir une liste d'attente. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on a l'impression comme ça que c'est quelque chose... Vous vous êtes inspiré d'un projet américain? Oui, d'un projet américain. Enfin, pas d'un projet, de quelque chose qui existe. De quelque chose qui existe. Et le bureau d'études, c'est ShipST, Laurent Mermier, avec qui je travaille, m'a dit, écoute, si tu veux avoir un bateau qui est stable dans le secteur... On le voit là. Il faut que tu ailles voir aux États-Unis, il y a un bateau comme ça qui existe, qui s'appelle le Flip. C'est le même principe, c'est-à-dire que... C'est exactement le même principe. Alors, en fait, ça a été construit par la Navy, et c'est un bateau espion. Ah bon, d'accord. Pourquoi il espionne quoi, les sous-marins? Oui. Vous voyez, il bascule. Nous, non, enfin non. Il n'y en a pas beaucoup là où on va en principe. Normalement, on ne sait pas. Il n'y a que les sous-mariniers qui le savent. Ça, c'est un vaisseau espion. Oui, parce qu'en fait, quand vous êtes à 80 mètres sous l'eau, il y a le silence par rapport à la surface, si vous voulez. Et donc, c'était bardé d'hydrophones, donc des micros qu'on met sous l'eau, et ils écoutaient les sous-marins. D'accord. Et donc, pendant la guerre froide, ce bateau a dérivé au milieu du Pacifique pour écouter les sous-marins. Et ils l'ont proposé à la fin des missions au Scripps, qui est l'Ifremer de la côte ouest américaine, on pourrait dire, à San Diego. Flatteur, mais Ifremer, c'est une grande maison. Vous confirmez? Je vous confirme qu'ils connaissent très très bien Ifremer à San Diego au Scripps. Et ils ont mis ces passerelles jaunes, vous voyez, donc qu'ils déploient, qu'ils mettent à l'horizontale une fois que le bateau est en position de travail. Ils ont mis vous êtes allé dessus? Non, je suis allé dessus, mais à l'horizontale. D'accord. Oui. Donc, et surtout, j'ai rencontré les ingénieurs, j'ai rencontré les scientifiques qui travaillent dessus et qui nous ont donné beaucoup d'informations. D'accord. C'est pour quand cette mission, Polarpod? La construction, en principe, devrait commencer au milieu de l'année prochaine. Et une campagne d'essai, parce qu'il va falloir l'essayer quand même, c'est tout nouveau ce truc. Ouais, je vous le conseille. Dans le golfe de Gascogne. Jamais. Dans le golfe de Gascogne. Le golfe de Gascogne, c'est réputé quand même. Ça se court, on va pouvoir tester. Et après, on partira début 2018. Ce qui a lieu quand même. Est-ce qu'on a des petites questions là-dessus, Élodie?
j'en ai plein des petites questions. Ah bon ? En fait, il y a beaucoup de personnes qui se posent un peu les mêmes questions, à savoir déjà comment on fait pour vivre à 7 dans un engin pareil. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de place. Ensuite, est-ce que c'est vraiment 100% autosuffisant ? Et surtout, combien ça coûte ? Ah, 3 questions. Alors bon, Je vais commencer par la dernière. Combien ça coûte ? Si s'interroge combien ça coûte, je prendrai volontiers les adresses et ça veut dire que ça les intéresse peut-être. Hein. Voilà, vous pouvez lancer une opération de crowdfunding. Ensuite, vivre à 7, l'espace, il y a quand même 4 étages avec la passerelle. Il y a de la place. On vit sur des bateaux des fois d'une manière beaucoup plus serrée. Oui. Et surtout, c'est du confort. D'accord. Le principe de ce navire, c'est échapper à la zone de conflit. En mer, la zone de conflit, c'est la surface, c'est là où le vent rencontre la mer, ça fait des vagues. Et donc, si on veut échapper au mouvement des vagues, il faut s'ancrer profond dans des eaux beaucoup plus calmes. Et c'est le principe, c'est pour ça. On a d'ailleurs testé une maquette ici à Ifremer, au bassin des Carènes, et donc il nous a permis de mettre au point l'ensemble, mais c'est extrêmement plus confortable. Est-ce qu'il va être autosuffisant, complètement écologique ? Oui, alors il y a 4 éoliennes à la place de 3, donc on sera autonome en électricité. Oui. Et puis vous pouvez tout faire, la cuisine, les instruments de mesure Peut-être pas la cuisine. Qu'est-ce que vous allez faire pour la cuisine ? Ben, peut-être du gaz, mais du gaz naturel, on va prendre, bien sûr. Hein. Mais faire la cuisine avec 4 éoliennes, on ne sait pas. Mais en fait, on va en principe être autosuffisant, oui. Ok. Alors, l'Ifremer est partenaire de ce projet ? L'Ifremer est partenaire. De quelle façon ? Alors en fait, on a deux centres d'intérêt par rapport à ce projet-là. Un premier qui est lié aux compétences qu'on a dans le domaine de la conception d'instruments qui vont sur la mer. C'est-à-dire qu'on a, comme on est gestionnaire de bateaux, comme on est l'exploitant de la flotte océanographique, on a des services d'ingénierie qui vont appuyer, aider les équipes de Jean-Louis pour essayer de préparer la chose, de le dimensionner au mieux. Donc ça, c'est le premier sujet sur lequel on envisage de contribuer. Puis évidemment, comme Jean-Louis le disait, ça va être une occasion assez exceptionnelle de récupérer des données sur des endroits très peu fréquentés. Et donc, on n'est pas les seuls, mais je pense que la communauté scientifique va être extrêmement intéressée de récupérer tout cela, de l'analyser, et nous, on y contribuera sur les thèmes d'intérêt scientifique qui nous intéressent, que ce soit la connaissance ou la compréhension des polluants ou des toxiques qu'on va pouvoir trouver, ou que ce soit y compris sur les questions de circulation océanique qu'évoquait Jean-Louis. D'accord. Est-ce que vous allez mesurer, par exemple, les échanges de CO2 entre l'atmosphère et l'océan ? Il y a énormément de laboratoires impliqués. Il y a 3 choses qui ont émergé. Échange atmosphère-océan, ce que vous dites, la capacité de cet océan à absorber le CO2, entre autres. D'accord. Deuxièmement, on écoute comme le navire espion. On va faire un inventaire de la faune parce qu'on connaît la signature sonore de toutes les espèces. Et troisièmement, valider les mesures satellites. Les satellites sont les grands observateurs de la Terre, mais on a toujours besoin d'une validation au sol. Très bien. Alors, on parlait de l'atmosphère, ça nous conduit directement au premier chapitre de cette émission qui s'intitule « Le rôle de l'océan, régulateur du climat ». Et savez-vous que les océans absorbent environ, pas tout à fait, mais 30% du CO2, du dioxyde de carbone que nous rejetons chaque année dans l'atmosphère. Donc on peut dire que l'océan permet quand même de freiner, de limiter un peu le réchauffement climatique. C'est pour ça qu'on dit que l'océan est un puits de carbone. Alors si vous voulez savoir exactement comment ça marche, regardez ce petit sujet. La petite voix vous accompagne. Les océans, un puits de carbone ? Ah mais oui, alors ça veut dire qu'ils captent une partie du carbone que nous rejetons dans l'atmosphère. Mais est-ce qu'ils sont vraiment efficaces ? Oh oui, les océans captent et stockent près de 30% des émissions de CO2 que l'homme produit. Ils contribuent ainsi à réduire l'impact du changement climatique. Et tout ça grâce à 2 processus. L'un physique, l'autre biologique. Bon alors, plouf, plouf. 1 oie, 2 oies, 3 oies. Allez, le biologique d'abord. C'est toi qui décides. Ce mécanisme s'appuie sur la photosynthèse. À la surface des océans, la majorité de la végétation est constituée d'algues microscopiques qu'on appelle le phytoplancton. Ces petites algues absorbent le dioxyde de carbone de l'atmosphère et le transforment en dioxygène grâce à la lumière du soleil. Elles font d'une pierre 2 coups. Elles produisent le dioxygène qui nous est nécessaire pour vivre et éliminent une partie du CO2 de l'atmosphère. Quand le phytoplancton meurt, il tombe et se dépose au fond des océans.
le CO2 s'accumule dans les profondeurs et n'intervient plus dans l'effet de serre. Ah bah c'est déjà ça de gagner. Et le processus physique, c'est lequel? Ah là, c'est une histoire de dissolution et d'équilibre. Comme le sucre dans ton café, le CO2 atmosphérique se dissout naturellement dans les océans à la surface de contact entre l'air et l'eau. Après, c'est une histoire d'équilibre. Plus il y a de CO2 dans l'atmosphère, plus il va se dissoudre dans les océans. Cette dissolution est favorisée à basse température. Les océans froids absorbent donc beaucoup plus de CO2 que les océans chauds. Comme cette eau est plus froide, elle est plus dense, plus lourde si tu préfères. Elle plonge alors en profondeur, emportant avec elle le CO2. L'eau est alors remplacée par une eau plus chaude et moins concentrée en CO2, qui va à nouveau absorber le dioxyde de carbone de l'atmosphère, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on dit que les océans sont des puits de carbone. Des puits de carbone plus efficaces encore que les forêts. Eh ben dites donc, heureusement qu'ils sont là. Oui. Sauf qu'à cause du réchauffement global, la température des océans va augmenter. Ces derniers pourront donc absorber moins de CO2 et celui-ci va s'accumuler de manière plus importante dans l'atmosphère et donc accentuer le réchauffement de la planète. D'où l'importance de réduire nos émissions pour limiter le réchauffement. On va retourner tout à l'heure du côté de chez Élodie pour savoir s'il y a des questions. Bonjour Pascal Lerminier, vous êtes chercheur avec un E au laboratoire de physique des océans de l'Ifremer. Bonjour Fred. C'est un incroyable service que nous rendent les océans là, en absorbant ce gaz à effet de serre. Certainement. Et, les équilibres dont on a parlé, ces pompes existent depuis la nuit des temps. Mais là, c'est grâce à elles, effectivement, qu'on arrive à réguler le changement climatique pour le moment. Mmh. Est-ce qu'on pourrait imaginer que cette pompe à carbone s'arrête un jour, comme si, je ne sais pas, une saturation ou quelque chose comme ça? Ben, pour le moment, c'est difficile à dire parce qu'on ne l'observe pas. Et c'est une question qui reste en suspens et qui va petit à petit être réglée par les progrès qu'on fait dans la connaissance des deux pompes. Et nous, on s'intéresse plus particulièrement à la pompe physique. Mmh. Et on a pu constater, par exemple, que le rôle de la circulation océanique qu'on va voir après est fondamental pour l'enfouissement de ce carbone. D'accord. Et qu'on a observé au milieu des années 2000, par exemple, que cet enfouissement avait ralenti en même temps que la circulation. Mais c'était un effet temporaire. D'accord. Expliquez-nous, si ce n'est pas trop technique quand même, mais comment on fait pour mesurer les molécules de CO2 qui passent comme ça depuis l'atmosphère jusque dans l'eau? Je vais essayer de faire ça simple. Je suppose que la question qui est derrière, c'est comment est-ce qu'on reconnaît celui qui a été émis par l'homme de celui qui est naturel. Voilà. Eh bien, en fait, on utilise un calcul qui, pour faire simple, utilise l'estimation du gaz carbonique qu'il y avait dans l'atmosphère avant l'ère industrielle, donc au début du 19e siècle. Oui. On a une estimation. Et on va soustraire cette estimation donc, au stock de carbone qu'on mesure dans l'océan, après avoir enlevé dans les mesures qu'on fait l'impact des processus biologiques sur ce CO2. Donc c'est un calcul qui fait intervenir beaucoup de paramètres comme l'oxygène, les nutritifs, la température, la salinité. Et donc on arrive à distinguer les deux origines de CO2 ? Oui, on arrive effectivement par ce calcul à discriminer le gaz carbonique d'origine anthropique et le gaz carbonique naturel. Et on arrive à faire des budgets séparés. C'est la même molécule ? Oui, c'est la même molécule. Mais comment on arrive à les reconnaître ? On ne la reconnaît pas chimiquement. Quand on la mesure, on mesure toujours le carbone total. Et d'accord. C'est par l'intermédiaire de notre connaissance des cycles qu'on arrive à retirer la composante naturelle. D'accord. Jean-Louis Etienne, le courant dans lequel vous allez aller, circumpolaire, c'est un énorme puits de carbone parce qu'il est très froid. C'est une énorme surface d'eau froide. Et effectivement, il y a une dissolution importante dans ce secteur. Et donc, une des dernières publications, bien sûr, vous la connaissez dans Science, je crois, donc, qui parlait que c'était certainement les plus importants. Les plus importants de la planète, océanique, je crois. De la planète aussi, vous pensez ? De toute la planète ? Un des puits, ouais. Enfin, en tout cas, il est très important. Océanique, c'est le plus important puits de carbone océanique de la planète. Et essentiellement du fait parce qu'il est très froid ?
C'est Très froid et une immense surface Voilà. aussi, on ne Oui, se rend pas enfin, compte. bien sûr. Il y a des On voit flux toujours énormes. la Terre comme ça, avec l'équateur au milieu, et puis au fond, il y a un tout petit trait, en général, on ne voit pas, mais si on tourne la boule, on se rend compte de l'immensité de cet océan. 25 000 km de circonférence, 2 000, 3 000 km de large, c'est énorme. Énorme Là, François-Jacques, on est dans la recherche entre l'atmosphère, la mer. Vous étiez avant à Météo France. Il faut que les chercheurs travaillent ensemble. Non, j'ai dit une bêtise. Non, mais vous ne dites pas une bêtise. Disons que là, ce qu'on vient de voir, c'est finalement le rôle de l'océan comme, par exemple, capable de capter le CO2, par exemple, capable de capter la chaleur. Mais il y a une autre composante dont on reparlera peut-être, c'est l'océan, il est aussi en interface avec l'atmosphère. Et finalement, les échanges d'humidité ou d'eau entre l'atmosphère et l'océan sont un des éléments absolument essentiels pour comprendre aussi les mécanismes météorologiques et pour faire de la prévision, que ce soit de la prévision météorologique, voire de la prévision climatique, en essayant de commencer à faire de la prévision décennale ou des choses comme ça. Et donc cette interface, ce couplage, c'est encore l'une des frontières avancées de la science sur lesquelles on doit travailler. D'accord, très bien. On va aller voir du côté de chez Élodie, s'il y a des questions. Oui, j'ai une petite question de Benjamin Michel sur Facebook qui se demande si on peut booster la photosynthèse dans l'océan, un peu comme on le fait sur Terre, en boostant la végétation avec peut-être des engrais. Bah oui, pourquoi Alors, c'est un peu loin de mon domaine d'expertise, mais Non, au mais- CNRS, il y a eu des études sur, par exemple, l'impact du fer. Ouais. Parce que le fer est un des éléments limitants de la croissance du phytoplancton. Et donc, des expériences ont été faites d'abord autour de Kerguelen par les équipes de Paris, entre autres, pour comprendre l'impact justement des différentes formes de fer sur la croissance du phytoplancton. Et il y a aussi eu des expériences faites de déversage de fer massif. Mais, mais en fait, les expériences des scientifiques, les scientifiques eux-mêmes ont dit mais c'est pas la peine de faire ça parce que ce n'est pas cette forme de fer qui est assimilée par le phytoplancton, si je ne m'abuse. D'accord. Disons que ça renvoie à toute une question qui se développe pas mal en ce moment, qui est celle de ce qu'ils appellent la géo-ingénierie, quoi, finalement. Est-ce qu'on serait capable de revenir à la normale ou de réguler le climat, alors soit en injectant des choses dans l'atmosphère, soit en injectant des choses dans l'océan ou autre. Je pense qu'on a tous intérêt à y réfléchir à deux fois et à être bien prudent. Faire les avant apprentis sorciers. Voilà, je ne sais pas si sans mauvais jeu de mots. Non, méfiance. Méfiance. L'esprit, nous. Très bien. Vous l'aviez évoqué tout à l'heure, je voudrais qu'on voit un autre aspect quand même des océans, c'est lui qui régule notre climat. Hein. On peut dire que c'est un réservoir de chaleur, on va tout comprendre. Des océans qui stockent et redistribuent la chaleur? Ah ben en fait, ce sont des vrais radiateurs. Tu ne crois pas si bien dire. Les océans ont un rôle essentiel sur le climat de notre planète. Une grande partie du rayonnement solaire est emmagasinée dans les océans. Ils constituent alors un prodigieux réservoir de chaleur, car contrairement à l'atmosphère ou au continent, ils la conservent bien plus longtemps. Ce sont les régions équatoriales qui reçoivent davantage de chaleur. Il en résulte une circulation océanique naturelle qui transporte cette chaleur de l'équateur vers les pôles. C'est au cours de ce trajet que les océans restituent à l'atmosphère la chaleur accumulée. L'océan agit donc comme un régulateur de température. Ok, mais qu'est-ce qu'elle devient toute cette eau une fois arrivée au pôle? En restituant sa chaleur, l'eau qui arrive au pôle devient plus froide. Si froide qu'une partie devient de la glace et forme alors la banquise. Le sel, qui est contenu dans la mer, lui, ne passe pas dans la glace. L'eau qui reste liquide devient alors plus concentrée en sel. Cette eau froide et salée devient plus dense. Elle plonge alors dans les profondeurs de l'océan, repart ensuite vers les tropiques où elle se réchauffe, devient moins dense et remonte. Un immense tapis roulant se forme. C'est ce qu'on appelle la circulation thermo-haline. Thermo pour température, haline pour sel. Ah ok, c'est donc ça qui explique les courants marins alors. C'est le moteur principal, mais il n'y a pas que ça. Les vents qui poussent les eaux de surface, ainsi que la force de Coriolis, qui est due à la rotation de la Terre, agissent également sur les courants marins. Au final, à l'échelle planétaire,
Voici à quoi ressemble la circulation globale des océans. Une goutte d'eau met plus de 1000 ans à faire une boucle complète. C'est grâce à cet immense tapis roulant que les océans régulent le climat de notre planète. Les courants chauds de surface réchauffent le climat de certaines régions, tandis que les eaux froides, qui remontent des profondeurs, modèrent la température des eaux équatoriales. Pascal Herminier, est-ce que ce mécanisme qu'on vient de voir là peut se modifier avec le réchauffement climatique? Ou le réchauffement des océans tout court d'ailleurs. Oui, on a fait des modèles climatiques parce qu'il y a énormément de rétroactions dans le système de la planète et il est difficile de faire ça juste avec un calcul sur un coin de table. Donc on a besoin de modèles assez complexes et il en existe de nombreux faits par des équipes internationales qui sont comparés dans le cadre des exercices du GIEC, le groupement intergouvernemental des études pour le climat. Et l'ensemble de ces modèles montre qu'il y a quand même une forte probabilité pour que ce tapis roulant, en tout cas dans l'Atlantique Nord, se ralentisse légèrement, effectivement, dans les 100 prochaines années, liées au réchauffement climatique, de l'ordre de 20%. Conséquences? Alors, les conséquences sont multiples et pas très bien maîtrisées, mais l'une d'elles, c'est le changement du niveau des mers parce que ce courant assure une dénivellation entre les États-Unis et l'Europe. Et donc, s'il ralentit, la dénivellation va se réduire et ça va augmenter d'autant d'un côté le niveau de la mer et le réduire de l'autre. D'accord. Et il y a aussi moins d'apport de chaleur vers les pôles. Donc, on va avoir un basculement, un petit basculement des climats régionaux. L'impact régional de ces ralentissements est mal maîtrisé encore et on travaille énormément sur la régionalisation. On est en train de découvrir tout ça. Là, on est en train de découvrir et de travailler. Chantier. Oui, tout à fait. La question sociétale est très forte et la pression aussi. Et on y travaille beaucoup à IFREMER, au CNRS et dans toutes les équipes internationales. Et on travaille en coopération. On me dit qu'il y a des questions des internautes sur les courants marins, Élodie. Oui, Fred, j'ai une question de Bastien Poliac sur le Gulf Stream, justement. Sa question. Savez-vous si le Gulf Stream peut changer de trajet en cas de réchauffement et quels seraient les impacts biologiques et climatiques? On rappelle le Gulf Stream? Allez. Rapidement. Alors, le Gulf Stream en lui-même, c'est uniquement le courant qui vient du détroit de Floride, qui va jusqu'à Cap Hatteras, donc le long de la côte est des États-Unis. Et après, quand il se détache et qui part vers l'est, vers l'Europe, il va se séparer en deux branches, une branche qui va revenir vers les tropiques et une autre qu'on appelle la dérive nord-atlantique, et je pense que c'est de celle-là dont il s'agit, et qui part vers l'Arctique et qui vient justement apporter cette énorme chaleur, l'équivalent de 200 000 centrales nucléaires vers l'Arctique. Donc, sans cette chaleur, je ne sais pas, la Norvège, etc., tout ça, ce serait sous la glace? Ah oui, sans ce courant, la Norvège serait englacée beaucoup plus longtemps, voire toujours. C'est pour la Norvège, c'est fondamental. Ce courant ne peut pas vraiment changer de route parce qu'il est contraint par les continents. Et c'est vraiment la conformation des côtes qui fait qu'il prend ce chemin-là. Il peut uniquement, éventuellement, changer d'intensité ou bien la boucle qu'on a vue verticale qui va donc oxygéner les eaux très profondes peut réduire en profondeur, donc devenir moins profonde. Très bien. Bon, on va poursuivre, on va ouvrir un autre chapitre. Comment IFREMER explore et étudie les océans? C'est ce deuxième chapitre, les campagnes de l'IFREMER. Alors, comment ça se passe quand un bateau d'IFREMER largue les amarres et comment on vit sur un bateau? Nous, on a profité d'une escale du Thalassa à Brest pour rencontrer une partie de l'équipage. Le navire Thalassa est un bateau de recherche. Mer du Nord, Golfe de Guinée, Groenland, c'est surtout en Atlantique qu'il a des vagues au compteur. Le navire y embarque des chercheurs pour des missions halieutiques et océanographiques. Une campagne halieutique, elle est là pour faire des prélèvements et puis voir un peu le taux de présence des poissons. Ça permet après de pouvoir identifier les espèces qui sont en diminution, en augmentation. Et tout ce qui est campagne océanographique, c'est plutôt dédié à chimie, prélèvement soit de roches, de vases, de sédiments et puis prélèvement d'eau. Ces missions durent entre 3 semaines et 1 mois.
Le bateau embarque en moyenne 25 scientifiques pour autant de membres de l'équipage. Et qu'il s'agisse d'étudier les poissons ou les masses d'eau, il faut être sur le pont jour et nuit. On est là pour assurer la sécurité, la navigation et puis le bon déroulement de la campagne et la mission. Ouais, c'est Jean-Luc. Vous avez fait un peu de soudure peut-être? Jean-Luc est chef mécanicien. Il est de ceux qui veillent à ce que tout se passe bien. Le bateau est totalement autonome. Donc quand on n'a pas les pièces, il faut les fabriquer. Tu remets en manuel, tu aussi bien, ils ont laissé en distance. Les mécaniciens doivent pouvoir s'adapter à toutes les situations, qu'il s'agisse de réparer les moteurs, le matériel scientifique ou les toilettes. Ici, les scientifiques vont trier le poisson si on est en mission halieutique. Là, les poissons sont triés, pesés, mesurés et comptés par les équipes de scientifiques. Lorsque Charlène est partie en mission pour la première fois, c'était pour une campagne océanographique. C'était en juin dernier. 5 semaines de recherche au nord de l'océan Atlantique. Donc 5 semaines en mer, c'est long. Donc moi, c'était ma première expérience. C'est pas toujours facile de s'isoler, d'avoir un moment juste pour soi. Donc il faut savoir faire des concessions et bien s'organiser. Le travail rythme nos journées. On n'est pas tout le temps avec la même personne, on ne voit pas tout le temps les mêmes personnes 24 heures sur 24. Quand il y a des grosses tempêtes sur le bateau, donc, le bateau bouge beaucoup. Donc déjà, quand on n'a pas le pied marin, l'équipage nous a recommandé de bien nous caler dans nos lits. Donc on utilise les traversins pour s'enrouler dans le matelas presque. On a une cabine par fonction. Donc il faut prendre ce qui va avec, les avantages et les inconvénients. Le commandant a droit à un appartement, mais il est tout en haut. Donc, quand ça remue, il souffre. Les scientifiques sont mieux placés, puisqu'ils sont plus bas. Donc, quand le navire remue, ils le sentent moins. Vraiment, David, je crois qu'il m'a dit 30. Ouais. Des quoi, des A+, plus ou quoi? Alors, ici, c'est la salle de torture, quand on est passage. Non, c'est la salle de sport. Ça fait du bien. Pendant un mois, quand on ne peut pas vraiment bouger, se dégourdir les pattes, ça fait toujours du bien de venir dans la salle de sport. Sur un navire, vous êtes en cage, vous ne pouvez pas vraiment vous échapper. Le fait de venir manger et d'avoir quelque chose de sympa, c'est un moment de détente, c'est un moment de bonheur. Un moment, donc je me souviens très bien, donc on a pêché en mer au milieu de la campagne. Donc on a ramené de la morue. Le cuisinier avait préparé de bons petits plats. C'était assez impressionnant de voir tout ce qu'il pouvait cuisiner sur le bateau. Et pour éviter le cauchemar en cuisine en cas de tempête, il faut prévoir le coup. On oublie la friture, on évite de trop remplir les bols de soupe et surtout, on fixe les casseroles. Donc une fois de plus, on voit qu'il faut s'adapter à la météo. Voilà. C'est jamais la nature qui va s'adapter à nous, c'est toujours nous qui allons nous adapter à elle. Il y a une complicité qui va se faire naturellement entre les scientifiques et les marins. Automatiquement, il faut que nous, on essaye de comprendre ce qu'ils veulent, et il faut également qu'eux, ils comprennent comment le navire fonctionne, pour qu'ils puissent en demander le maximum, et que nous, on puisse donner le meilleur. C'est une vie qui est assez riche. En plus, travailler sur un navire, c'est déjà super. Disons que si je devais refaire une autre vie, je pense que je prendrais la même, sans hésiter. Demain, le navire reprend la mer, direction le golfe de Gascogne avec une nouvelle équipe de chercheurs. Et si aujourd'hui c'est le calme plat, la météo s'annonce mouvementée. Pascal, des bons souvenirs de mission, j'imagine. Ça doit être des bons moments, ça, quand on fait de la recherche. Oui, par exemple, quand on est 3 semaines dans la purée de pois et qu'enfin on voit le soleil et les côtes du Groenland apparaître, c'est juste magique, c'est vrai. D'accord. Et vous, alors, vous êtes dans les cabines confortables en bas, vous n'êtes pas comme le commandant là-haut. Ça va, ça se passe comment en général pour les scientifiques? Ça dépend quel poste on occupe. C'est selon les campagnes. Soit on occupe le poste de scientifique et exécutant, dans quel cas on est en bas, soit on est chef de mission et on est en haut à côté du capitaine. Donc, oui, d'accord. Et vous êtes chef de mission? Ça m'est arrivé 2 fois. Ouais. Donc ça bouge beaucoup? Oui. C'est vrai? Oui. Ça va? Vous avez le pied marin? Ça va, pas tellement, mais bon, les comprimés, ça va. Vous avez l'occasion de partir régulièrement? Tous les 2 ans. Tous les 2 ans? 4 à 5 semaines, oui. Votre meilleur souvenir? Paradoxalement, il est associé au pire souvenir. C'est-à-dire? C'était
une casse, un problème technique majeur qui compromettait toute la mission quelques jours après qu'on soit parti. Au niveau du bateau? Au niveau du treuil. Mais c'est mon meilleur souvenir parce qu'à cette occasion, eh bien, il y a une cohésion qui s'est faite entre l'équipage et les scientifiques. On était 70 à bord. Et cette expérience de cohésion de groupe avec de solidarité, avec des gens qui travaillent 24/24 pour trouver la solution, et les scientifiques qui s'adaptent, qui trouvent des plans alternatifs, qui soutient l'équipage. Et c'est ce genre de souvenir qui est le plus marquant parce que c'est assez unique comme expérience de solidarité. Ouais, François-Jacques, vous avez aussi des souvenirs de mission ou pas? Non, mais moi, je suis trop récent dans l'affaire. Ils m'ont fait embarquer 2 jours, à dire vrai. Alors, pourquoi vous dites ils m'ont fait embarquer? Vous ont pris de force? Non, ils m'ont proposé. Ils m'ont proposé. Alors, en fait, bon, c'est toujours pareil. Moi qui ne sers pas à grand-chose dans cet établissement, il faut que je sois au bureau et pas que je sois en mer. Donc finalement, je peux pas partir 6 semaines. Je suis pas sûr que je serais heureux de partir 6 semaines, d'ailleurs. Mais alors, donc, ils m'ont proposé quelque chose de très simple. Et une petite anecdote quand même, on est parti de Toulon, donc on a pris le pourquoi pas. Ils avaient des essais du Victor à faire, donc ça partait 2 jours. Donc c'était parfait. Qui est là juste devant nous, ça permettait de faire l'aller-retour. Mais l'épreuve de force qu'ils m'ont infligée après, c'est en fin de parcours. Quand le temps a commencé à forcir, ils m'ont enfermé dans une salle. La salle de torture, là? Non, c'était pas de sport, mais il y avait pas de hublot, il y avait pas de lumière, et ils ont commencé à me passer des transparents pendant 3 heures. Et il y avait l'écran qui tanguait. Et j'ai compris que j'avais passé mon test parce que je n'avais pas demandé à aller ailleurs. Mais c'est bon, c'était votre baptême, c'est peut-être une pratique. Là, c'est comme ça devait être intéressant. Jean-Louis Etienne, vous avez le pied marin, vous n'avez jamais de problème? Ça a mal commencé. Hein. Ma première navigation, c'était avec le bateau du Père Jaouen, le Bel Espoir. Ouais, j'étais médecin à bord du bateau, on était parti d'Angleterre, golfe de Gascogne, tempête dans le golfe de Gascogne. Le médecin était malade, c'était moi le médecin. Malade. Et le reste de l'équipage était comment? Pas bien, oui. Je me souviens, on était à la banette comme ça, à se faire rouler, parce que ça roule le Bel Espoir. Hein. Manger des bananes parce que ça a le même goût à la sortie. C'est important. C'est important de manger des choses. Tous les détails. Ben oui, les bananes et les pommes. Si vous avez le mal de mer, les bananes et les pommes, ça a le même goût à la sortie. Donc c'est quand même un avantage. Ouais, ok. Dites-moi, François-Jacques, c'est quand même, ça doit être le rêve de tous les chercheurs de partir en mission en mer, là, de quitter un petit peu la terre, le labo pour aller en mer. Ça se bouscule au portillon ou pas? Comment vous organisez ça? Il y a un roulement? Comment ça se passe? Il faut demander longtemps avant? Alors, en fait, l'Ifremer, les bateaux sont gérés par l'Ifremer, mais l'Ifremer les gère pour le compte de tout le monde, c'est-à-dire pour le compte de tous les scientifiques français. Ouais. Donc oui, il y a un peu de temps d'attente, parce que la manière de faire, c'est que quand les scientifiques ont une idée, quand ils ont envie de tester une hypothèse, de faire une expérience ou autre, il faut qu'ils fassent un projet, qu'ils le déposent, qu'il soit évalué. On prend les meilleurs, et puis en fonction de ce qui a été évalué, alors pas par l'Ifremer, on passe devant un jury on passe devant des commissions de scientifiques, c'est-à-dire c'est l'évaluation par les pairs, donc c'est pas l'Ifremer qui évalue, c'est-à-dire que c'est des scientifiques de toute la communauté nationale française qui évaluent les projets et qui ensuite décident cette année, voilà comment on les classe. Et après, le rôle de l'Ifremer et le rôle des gens qui font la programmation de la flotte à l'Ifremer, c'est avec un certain nombre de bateaux, un certain nombre de jours de mer possibles, de savoir comment on case au mieux toutes les campagnes qu'il y a à faire. Oui, d'accord. Alors, j'aimerais qu'on voit un petit peu le travail que vous faites à bord en abordant les outils, donc les fameux bâtissondes, c'est comme ça qu'on appelle ça. Je pense qu'on va en voir des images. C'est quoi? C'est une sorte de rosette avec plein de bouteilles, en fait. Oui, c'est une structure qui tient tous nos instruments ensemble, dont des bouteilles et des sondes. Voilà, oui, je pense qu'on va en voir. Voilà. Donc, que vous descendez, c'est ça? Là, on voit, il est en train de, je pense, arrimer la bâtissonde. Et puis, là, on ferme les bouteilles, on ferme tout pour pouvoir la mettre à l'eau. On vérifie les robinets qui soient tous fermés, histoire de ne pas perdre l'eau qu'on vient de prendre. Et quelles données ça permet de recueillir?
Eh bien, dans ces bouteilles-là, on prend des échantillons à différentes profondeurs et après, les scientifiques arrivent, ils prélèvent la dose qu'ils veulent. Alors, ça va du millilitre jusqu'à plusieurs litres. Ouais. Et ils vont dans leur laboratoire, qui sont soit des laboratoires dans le bateau, soit des laboratoires embarqués dans des conteneurs, oui. Faire leurs analyses de carbone, de salinité, d'oxygène, d'éléments traces. On mesure énormément de choses, en fait. D'accord. Et vous analysez ensuite, tout de suite à bord ou Certains. Tout ce qu'on peut analyser à bord, on le fait pour des raisons de fraîcheur d'échantillons. Il faut que ce soit pas contaminé. Ouais. Mais là, il y a encore de nombreuses mesures qui se font au spectromètre de masse, avec des instruments qu'on ne peut pas embarquer. Donc là, on scelle les échantillons et on les mesure au retour. Au laboratoire. D'accord, et là vous en tirez déjà des conclusions, on parle ce soir de réchauffement des océans, etc., quand vous faites ces mesures à bord, on a des problèmes climatiques, vous avez déjà des informations intéressantes? On a des informations effectivement sur le chaud en général, sur la position des différents fronts, la température ou bien le taux d'oxygène dans les eaux très profondes ou dans les eaux au contraire des eaux pauvres en oxygène. Donc on peut faire des conclusions provisoires, mais on se garde bien de les mettre trop au public parce qu'on sait très bien qu'il faut faire la synthèse de toutes ces observations pour pouvoir avoir une conclusion solide. D'accord. Merci beaucoup, Pascal Daminier, d'avoir été avec nous ce soir. On va continuer à découvrir les outils utilisés par l'Ifremer pour étudier les océans. Et parfois, pas besoin d'avoir forcément de longues campagnes. On peut aussi mettre à la mer des flotteurs qui sont bardés de capteurs et qui vont partir comme ça à la dérive. Ça, c'est le programme Argo. Et nous avons rencontré Sylvie Pouliken qui, à l'Ifremer, est responsable de ce programme. Écoutons-la. Pour mieux connaître les océans et leur impact sur le climat, un groupe de scientifiques a eu l'idée de développer un vaste programme de surveillance. Objectif, développer sur les eaux du globe des flotteurs capables de surveiller le comportement des océans. Ça, c'était il y a 15 ans. Aujourd'hui, le programme Argo compte près de 4000 flotteurs tout autour du globe. Ils analysent la température et la salinité des océans à différents niveaux de profondeur et en suivant les courants. Donc c'est actuellement une trentaine de pays qui déploient les instruments et qui partagent les observations qui sont acquises par ces instruments. On a une couverture sur tous les océans qui sont non couverts de glace. Ce sont des instruments autonomes, c'est-à-dire qu'une fois qu'on les a déployés, ils vivent leur vie sans avoir besoin d'intervention humaine sur le terrain. Pour plonger, le flotteur joue sur son volume, en transférant de l'huile de l'intérieur vers l'extérieur, un peu comme un plongeur le fait avec l'air. Pour descendre, il réduit son volume en transférant l'huile vers l'intérieur de son cylindre principal. Et pour remonter, il fait l'inverse. Le flotteur est programmé pour descendre jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Il y reste pendant 10 jours, tout en suivant les courants. Au bout de 10 jours, il poursuit sa descente jusqu'à 2000 mètres, puis remonte à la surface pour transmettre les données qu'il a récoltées. Ces données-là arrivent dans un centre de données qui les traite et qui les met à disposition de la communauté. Quand on a commencé le programme, elles avaient une durée de vie de 2-3 ans. Maintenant, elles ont une durée de vie plutôt de 5-6 ans, puisqu'on a amélioré la technologie. Ce qui veut dire que pour maintenir ce réseau entre 3 et 4 000 flotteurs, il faut qu'on en redéploie tous les ans 800. Et pour déployer des flotteurs en plein milieu de l'océan, il faut des bateaux. Le programme surveille les points du globe sur lesquels il lui manque des informations et cherche ce que l'on appelle des opportunités. En d'autres termes, les bateaux qui passent par là et pourraient, au passage, déposer un flotteur. On avait peu de mesures en hiver, on avait peu de mesures dans certaines zones où les bateaux n'allaient pas. Donc ça nous permet d'avoir une meilleure connaissance de l'océan parce qu'on acquiert des mesures dans des endroits où on n'en avait pas précédemment. Et pour en savoir encore plus, la nouvelle génération de flotteurs est en route. Objectif, descendre à 4000 voire 6000 mètres, c'est-à-dire au fond des océans.
Et ce n'est pas tout. Les nouveaux flotteurs embarqueront toute une flopée de capteurs pour enregistrer des paramètres biogéochimiques. Chlorophylle, nitrate, plancton. Et avec toutes ces données, on pourra mieux comprendre les profondeurs, les courants, la météo, et en apprendre plus sur le climat. Voilà. Bonsoir Bertrand Chaperon, vous êtes responsable du laboratoire d'océanographie spatiale à l'Ifremer, c'est bien ça. Vous allez nous expliquer comment vous travaillez, mais d'abord je pense qu'on a des questions là, sur ce programme Argo, donc on va peut-être d'abord y répondre. Oui, il y a une question qui est revenue à plusieurs reprises là, pendant le sujet sur la plateforme de l'émission, qui est que deviennent ces balises quand elles arrivent en fin de vie? Ces flotteurs, pardon. Ah, est-ce que vous avez une réponse? La réponse, c'est que... Qu'ils dérivent et puis ils peuvent s'échouer quelque part. Oui, ou ils vont vers le fond, tout simplement. Tout simplement. Ils sombrent, tout simplement. Alors, c'est ça, ils coulent? Oui, ils coulent. Oui, d'accord. Ils coulent. Alors la question d'après, j'imagine, c'est mais alors, est-ce que vous n'avez pas honte de polluer les océans? Non, vous l'avez posé vous-même. Hein. Oui, non, mais il y a sans doute pire, et puis ça nous ramène quand même des informations importantes. On se l'est posé. Ceci dit, on se l'est posé, parce que c'est vrai qu'on est toujours un peu interrogé là-dessus. Donc, après, je vous épargne le calcul, mais enfin, en gros, si vous regardez sur les 3000 ou 3500 flotteurs, même au rythme de renouvellement que ça représente, même à la masse que ça représente, c'est un pourcentage absolument infime de ce qui doit pouvoir aller comme déchets dans les océans. Alors, je ne dis pas que c'est bien en soi, mais alors, on essaye de minimiser ce qu'on y met comme matériaux problématiques ou autres, mais... j'allais dire, jusqu'à un certain point, la connaissance scientifique, elle suppose quand même un peu d'intervention sur le sujet, donc c'est le petit sacrifice nécessaire pour en éviter des plus grands. Oui, parce que c'est très utile. Oh, très utile, oui, effectivement. Ça vous ramène plein d'informations. Sur l'état de l'océan dans son intérieur, oui, c'est essentiel. D'accord, juste pour finir sur Argo, il y a un autre, je m'y perds un peu dans tous les noms, il y a un autre programme qui est... Non, c'est le complément. Naos, c'est l'extension d'Argo. Alors, Naos, c'est un projet... Enfin, Naos, c'est le nom de baptême d'un projet technique qui est financé dans un autre cadre, mais qui vise surtout à permettre de perfectionner ces flotteurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a vu ils vont jusqu'à 2000 mètres, l'idée c'est de pouvoir descendre beaucoup plus profond, éventuellement jusqu'à 3-4 000 mètres, et en plus d'incorporer d'autres paramètres que ceux qui sont mesurés aujourd'hui, c'est-à-dire d'aller vers des données qu'on appelle bio-géochimiques, enfin des choses qui permettent d'avoir un panorama encore plus complet de tout ce qu'on peut vouloir savoir sur les océans. Donc c'est l'étape d'après. D'accord, alors ils sont précieux ces flotteurs évidemment pour vous, pour faire toutes vos observations, mais il en faudrait absolument partout dans les océans pour pouvoir tout mesurer. Alors vous avez un outil qui est quand même assez prodigieux, vous avez le satellite à votre disposition. Les satellites, oui. Les satellites. Mais expliquez-moi, là, ce sont des satellites qui vont directement avec leurs propres outils chercher des informations dans l'océan. Ce n'est pas une balise qui envoie des informations. Non, bien sûr, il y a des satellites pour recevoir, bien sûr. Ouais. Mais la plupart de ces satellites, c'est effectivement pour observer les océans. On va pouvoir voir quelques images que vous allez nous commenter. Donc ça, voilà, ce sont évidemment... Alors principalement, le laboratoire travaille avec l'Agence spatiale européenne. Et là, on est en train de voir un film promotionnel de cette agence autour de son programme, je crois, Copernicus. Ici, on essaye de faire une publicité autour de travaux qui ont été menés au laboratoire autour de à la fois mesurer les ouragans depuis l'espace et en même temps avoir des informations précises sur la salinité à la surface des océans. Vous arrivez à mesurer la salinité des océans ? Oui, on commence à l'approcher. Alors bien entendu, c'est certainement pas une mesure directe, parce que tous les satellites, on est très à distance. Les satellites, ce sont des instruments embarqués à environ 1000 km au-dessus de la planète. Et donc, ce sont ces mesures à distance qu'il faut interpréter en termes de produits. D'accord. Et là, voilà, donc ça, c'est un exemple assez surprenant d'une érosion très importante de la salinité au passage d'un ouragan. Ah d'accord, le déplacement. Oui, le déplacement, on pourrait dire que c'est déplacé tout d'un coup l'équivalent d'un grand lac. Cette piscine d'eau peu salée a disparu tout d'un coup au passage du grand cyclone Igor. Donc, et vous mesurez aussi l'acidification ?
Non, Pas du une tout. fois de plus, on ne mesure Enfin, rien. vous ne mesurez pas, mais vous arrivez à avoir des informations? Eh bien entendu, parce qu'on ne mesure pas directement tous ces paramètres. Là, je pense que c'est la température de surface que l'on est en train de voir, qu'on peut mesurer et estimer depuis l'espace. Et comme on l'a dit, on a essayé et on essaye d'améliorer encore les estimations de la salinité de surface. On a également des informations sur les vents de surface. Tous ces paramètres, et la biologie, la production primaire, et j'en passe, tous ces paramètres rentrent dans des calculs pour faire des estimations autour de l'acidification. Mais bien entendu, mesurer l'acidification, non, l'acidification, ça se mesure sur des échelles. Sur le terrain. Oui, et puis sur des échelles un tout petit peu plus longues que celles d'une mesure instantanée par satellite. D'accord. Mais le satellite, dites-moi, il va finir par tuer complètement les expéditions, alors, Jean-Louis Etienne? Mais ce que j'ai appris dans le montage du projet PolarPod, c'est qu'on a toujours besoin de validation au sol. Hein, on a toujours besoin. Vous justifiez bien, là, quand même. Non. Bon, un satellite, il n'y a plus de risque pour les hommes. C'est peut-être plus économique, finalement. Ça travaille aussi. le jour, la nuit, les jours fériés, par brouillard, tout le temps, en permanence. Mais ils ont besoin de ce qu'ils appellent, enfin, vous connaissez le ground truth, la vérité terrain, c'est-à-dire une validation au sol. Et dans le secteur, il n'y a personne, c'est pour ça qu'on doit la confier. Je confirme, c'est-à-dire que, bien entendu, alors, le satellite, une fois de plus, ne mesure rien de manière directe, et il nous faut toujours comparer la mesure issue du satellite de la mesure in situ, où on va déterminer la température, déterminer la salinité, déterminer la vitesse des vents, la hauteur des vagues, la longueur d'onde des vagues, ou encore d'autres propriétés biogéochimiques. La couleur de l'océan. La couleur de l'océan, ce sont dans les propriétés biogéochimiques. D'accord. Donc c'est complémentaire. C'est-à-dire que c'est complémentaire, mais effectivement, on essaye de les tuer un petit peu. Mais bon, il ne faut pas le dire, d'accord. Mais bien entendu... Il ne faut pas le dire trop fort. Ah, trop fort. Non, avec la technologie et puis les questions, on essaye d'améliorer nos algorithmes, mais on a absolument besoin d'eux. Mais il ne faut pas leur dire trop fort non plus. Voilà. D'accord, je crois qu'on a une question. Une question de Clément qui nous demande si on peut mesurer la pollution des océans par satellite. Est-ce qu'on peut mesurer la pollution des océans par satellite? C'est une question d'une internaute. On peut mesurer effectivement, on peut détecter des pollutions sur la surface océanique, parce que c'est détectable, parce qu'elles atténuent les petites vagues, et les petites vagues nous permettent de déterminer les propriétés de rugosité de la surface. Donc ça, on peut les détecter. On détecte également les effluorescences algales toxiques. Donc on peut déterminer depuis les satellites, mais bien entendu, ces satellites-là ne passent pas à tout moment, à tout temps, quand on le veut, et en temps réel. Bon, bref, en tout cas, c'est pas encore l'instrument absolument idéal pour tout détecter. D'accord. On peut poser une question juste. Bien sûr. Ce qui atténue les mouvements de l'océan, c'est quelle taille de particules et quelle densité pour arriver à atténuer la pollution qui atténue les mouvements de l'air? Alors ça, c'est assez étonnant. C'est une très belle question. Les propriétés viscoélastiques du film de surface, que ça soit biogénique ou de pollution hydrocarbures, eh bien, elles vont d'abord atténuer les capillaires, les toutes petites vagues capillaires. Et sans ces vagues capillaires, en fait, le vent n'accroche pas sur les vagues, et après, ça tue toutes les vagues. Et donc, c'est pour ça qu'en déposant de l'huile sur la surface, vous avez une tendance à tuer toutes les vagues. D'accord. Ok. Alors, ce qui est bien quand même aussi avec le satellite, c'est que vous avez une vision globale du grand océan mondial. Absolument. Et par ailleurs, si vous avez pu découvrir des jolies cartes du courant circumpolaire, c'est principalement parce qu'il y a eu des programmes satellites qui ont permis de déterminer relativement précisément son intensité, son emplacement et effectivement tous ces méandres. Et on a également, par ailleurs, l'ensemble de la planète vue depuis le haut, quoi. Ouais. Et par rapport à la question de ce soir, le climat et le réchauffement, vous avez déjà des observations grâce aux satellites qui pourraient nous donner... Je pense sincèrement que la vision la plus simple du réchauffement climatique, ça a été de voir la fonte des glaces en Arctique. On va en parler tout à l'heure.
D'accord, mais ça c'est vraiment, ça a été illustré de manière directe par l'observation satellite. D'accord. On parlait tout à l'heure d'acidification. Alors, qu'est-ce que cette acidification a comme conséquence, notamment sur la biodiversité? On est allé rencontrer Jean-Pierre Gattuso, qui est océanographe au CNRS. On peut l'écouter. Lorsque l'océan s'acidifie, il y a un élément essentiel à la fabrication du calcaire, des coquilles et des squelettes, c'est le carbonate, qui devient limitant, il y en a moins. C'est comme si on veut construire un mur mais on manque de briques. Eh bien, c'est ce qui se passe avec l'acidification. Les organismes calcaires ont du mal à fabriquer leurs coquilles et leurs squelettes parce qu'une de ces briques, le carbonate, devient en quantité limitée. Alors, le phytoplancton calcaire est aussi atteint par l'acidification des océans. Ils ont aussi plus de mal à fabriquer leurs enveloppes calcaires. Ces organismes sont petits, mais ils sont extrêmement importants. J'allais dire peut-être même plus importants que les mammifères marins, parce que c'est la base de la chaîne alimentaire dans l'océan. C'est le phytoplancton qui fabrique la matière qui est utilisée par le zooplancton, puis par les petits poissons, les plus gros poissons, et en bout de chaîne, les gros poissons, les thons ou les mammifères marins. Donc, un impact à la base de la chaîne alimentaire peut avoir des conséquences sur tous les échelons trophiques supérieurs, tous les organismes qui sont au-dessus. Ils ont montré que le comportement des poissons était déjà affecté, et le serait encore plus dans les décennies à venir, par l'acidification. Par exemple, Nemo, le poisson clown, a du mal à retrouver son anémone quand on le met dans une eau au pH attendu pour 2100. Son comportement et ses capacités de localisation sont altérées. Il y a d'autres poissons qui, au lieu d'échapper à leurs prédateurs, c'est-à-dire qu'un poisson qui voit un prédateur, en général, son comportement, c'est de s'échapper et d'essayer de ne pas se faire manger, eh bien, certains poissons coralliens, en fait, au lieu d'échapper à leurs prédateurs, sont attirés par le prédateur. Donc il y a beaucoup de publications récemment, peut-être une dizaine, qui montrent des bouleversements du comportement des poissons. Donc je pense que c'est quelque chose qui est vraiment à suivre et à regarder avec beaucoup d'intérêt. Je crois qu'on a une question, Élodie. Oui, on a une question d'Hervé qui nous écrit directement de Marraine de Léron et qui s'inquiète de l'impact de l'acidification sur l'ostréiculture et les coquillages en général. Alors... C'est pas vous. Il y a une expérience qu'on faisait à l'école, enfin on peut la faire encore, hein. Ouais. C'était de mettre un os de poulet dans le vinaigre, c'est-à-dire un acide, et on se rend compte qu'il ne reste plus, le calcaire disparaît, il ne reste plus que la structure tout à fait molle, quoi. Je pense qu'effectivement c'est une illustration très poussée, quoi, de ce qui peut arriver. En fait, ce qui était intéressant, enfin, notamment dans ce qui était exposé, là, il faut se rendre compte des ordres de grandeur. C'est-à-dire que quand par exemple, qu'on parle du pH des océans en 2100, on est en train de parler d'un pH qui ne va pas avoir varié énormément. C'est-à-dire qu'on va être passé de 8,2 à 8, où on va perdre 0,1, 0,2, quelque chose comme ça. Ouais. Donc c'est vraiment, enfin, sur une échelle de pH de 14, ouais. c'est 0,1 sur 14. Hein. Bon. Donc c'est pas grand-chose, mais ça dit juste une chose, ça dit que le vivant a des mécanismes de régulation qui peuvent être quand même extrêmement subtils, extrêmement fins, et extrêmement réactifs à des petites variations. Donc, de là à dire qu'aujourd'hui, on a tout compris du métabolisme de l'huître pour savoir comment elle évolue dans un environnement multifactoriel où il va non seulement y avoir le pH, mais il va y avoir la température, mais il va y avoir éventuellement les nutriments qui vont évoluer, mais éventuellement la pollution, les sédiments, etc. Ça aura certainement un impact, mais c'est tellement multifactoriel aujourd'hui que je ne pense pas qu'on s'avancerait à dire ça va avoir tel effet. Mais en revanche, on voit bien que le vivant, il bouge avec éventuellement peu de choses. C'est quand même assez inquiétant quand on entend quand même ce que nous raconte Jean-Pierre Gattuso. Il y aura fatalement des évolutions. Et certainement, encore une fois, c'est le suivi et des études des systèmes assez complexes qui vont permettre d'avancer sur ces questions. Très bien, merci beaucoup d'être venu nous voir ce soir. Je voudrais qu'on avance peut-être un dernier mot sur les outils. Vous avez aussi un Momarsat, un laboratoire de grande profondeur, c'est ça? Alors en fait, bon, on a bien vu que l'affaire satellitaire est
est majeur, parce que ça a quand même été une révolution, c'est-à-dire dans le domaine de l'océanographie comme dans le domaine de la météo, le problème c'est de savoir comment une surface immense où il n'y a personne, vous arrivez à avoir quelque chose. Donc du jour où on a le satellite, ça change. Ceci dit, pour des besoins beaucoup plus fins, beaucoup plus détaillés sur des endroits, on est aussi en train de commencer à aller dans le domaine marin vers ce qu'on a sur le domaine terrestre, c'est-à-dire d'avoir des observatoires à demeure. Autrement dit, d'implanter au fond des océans une batterie de capteurs, une sorte de mini-observatoire, et c'est ce qu'on fait par exemple aux Açores avec ce programme, mais qu'on peut... Alors on n'en fera pas des milliers comme on peut en faire des milliers à terre, mais en tout cas c'est bien l'idée de coupler toutes les échelles d'observation, très globales avec le satellite, plus ponctuelles avec des campagnes, plus permanentes avec les choses comme Argo, et puis des choses très très détaillées sur un site donné avec des observatoires de fond de mer, par exemple. D'accord, mais actuellement, cette question du réchauffement climatique, c'est quelque chose qui vous prend de plus en plus de temps, de façon générale, aux chercheurs océanographes. C'est une des priorités ? C'est certainement maintenant qu'on doit assembler des données, les homogénéiser, les comparer effectivement avec des données in situ. Oui, c'est une question prégnante. Ça a des impacts économiques, sociaux, et effectivement, ça affecte. Bon, notre quotidien est assez agréable pour nous pour l'instant, mais Non, c'est un travail, ça vous donne du travail intéressant. Merci d'avoir été avec nous, Bertrand. On va passer à notre troisième chapitre qui s'intitule Réchauffement et biodiversité marine. Alors là encore, c'est pas très très facile. On manque un petit peu de recul pour connaître les conséquences exactes du réchauffement climatique sur les espèces. Mais on a quand même rencontré Gilles Boff qui nous raconte quelques histoires assez surprenantes. Pour les poissons, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est des migrations actives vers le nord dans l'hémisphère nord et vers le sud dans l'hémisphère sud. En gros, les climatologues nous disent aujourd'hui dans l'océan, à peu près c'est 200 km vers le nord tous les 10 ans. On a des cas aussi aujourd'hui de nos anchois qui montent vers le nord. Récemment, une invasion de maquereaux en Islande. J'ai jamais vu de maquereaux en Islande. Il y a 15 jours, j'étais dans un train. Les journalistes me connaissent, mais ils m'appellent tout le temps. Monsieur Boff, voilà. Il vient de se passer une horreur. Un ours polaire vient de manger 2 dauphins. Je dis, ah bon, bah écoutez, oui. Ah, c'est passé où, quand? Le fait qu'un animal dit gentil en mange 2 autres gentils, on ne comprend plus. Et là, c'est typiquement le changement climatique. Parce que pourquoi ça n'arrivait pas avant? Parce qu'ils ne se rencontraient jamais. Hein, là, les dauphins ont migré vers le nord, sont sortis dans un trou à phoques, l'ours était là, il les a mangés. Et donc ça veut dire qu'on regarde ici, on observe, on scrute ces histoires de changement climatique sur l'impact sur les migrations. Non, mais vous avez déjà vu, vous, un ours blanc manger des dauphins? Pas encore. L'ours blanc, et effectivement, l'ours blanc, il mange du phoque. Ouais. Et à la nage, il ne peut pas attraper le phoque. Donc il l'attend sur la banquise à l'endroit de respiration. C'est en général là qu'il l'attrape. Et là, c'est un dauphin qui est arrivé. Et la question, c'est d'où est-ce qu'il venait, ce dauphin? Parce qu'il faut quand même naviguer sous la glace pendant longtemps, quoi. Hein. Ouais. À l'occasion de vos expéditions, vous avez constaté sur les espèces comme ça des changements ou des choses un peu étonnantes? Ce que je peux raconter sur une île qui s'appelle Bonaventure, qui est dans le golfe du Saint-Laurent, qui gèle de temps en temps, etc. Il y a une île sur laquelle il y a des fous de bassan. Les fous de bassan, tout le monde les connaît ici. Il y a une île avec une très grosse population. Et le fou de bassan, il mange du maquereau bleu. Et donc, avec le réchauffement climatique, le maquereau, donc, il est allé chercher de l'eau plus fraîche en profondeur. Hein, il est descendu un petit peu, et d'autres sont montés vers le nord, vers le Labrador. Et donc, le fou de bassan, il n'a plus accès ou difficilement accès au maquereau bleu parce qu'il est soit profond, soit il est parti vers le nord. Voilà un exemple d'un impact, si vous voulez, sur une population de fous de bassan liée au changement climatique. D'accord. Bonsoir, José-Louis Zambonino. Vous êtes responsable du laboratoire Adaptation, Reproduction et Nutrition des poissons. Alors vous étudiez en particulier les sols et... Les bars. Et les bars, c'est ça. Les bars qu'on appelle loups dans le sud de la France. Le loup ou le bar, oui. C'est ça. Et vous avez fait des constats aujourd'hui, les conséquences d'un réchauffement climatique sur ces espèces en particulier? Oui, justement, dans notre groupe, on essaie de reproduire des scénarios d'évolution du climat. Et à partir de ces scénarios-là, on essaie d'étudier comment des conditions actuelles, qui sont assez modérées, vont façonner les poissons de demain. D'accord. Et donc, vous avez des premiers constats?
Oui, on a déjà pu observer des modifications morphologiques des poissons. Alors lié à quoi? À la chaleur, à la température? C'est un phénomène qui est conjoint entre température et baisse de l'oxygène dans l'eau. D'accord. Donc ces deux phénomènes entraînent des modifications et selon les espèces, on constate dans le cas du bar par exemple une diminution de la taille qui est assez significative. Et dans le cas de la sole, qui est une espèce qui se comporte complètement différemment par rapport au bar, une augmentation de la taille. Donc ça, c'est les observations que l'on peut faire comme ça de manière visuelle. Ouais. Et au-delà de ces observations visuelles, on voit des modifications vraiment du fonctionnement physiologique de ces animaux. D'accord. Et la température joue un rôle aussi sur le sexe des poissons de certains. Donc, racontez-nous. Les poissons, contrairement aux mammifères, par exemple, naissent parfois d'un sexe et changent le sexe en cours de vie de manière tout à fait naturelle. Ou alors, lorsque la contrainte sociale est là, c'est-à-dire que vous avez, par exemple, un mâle qui se transforme en femelle lorsque la femelle dominante qui pondait disparaît. Donc vous avez ce genre de choses qui... Le mérou, non? Le mérou aussi. Le poisson, on parlait tout à l'heure de Nemo, le poisson clown. Ouais, le poisson clown. Lui, effectivement, le mâle change de sexe lorsque la femelle disparaît. Le mérou femelle, elle, peut devenir mâle lorsque justement le mâle disparaît et qui a besoin d'avoir une reproduction qui se poursuit. Donc il y a une certaine... La dorade aussi. La dorade aussi, elle naît mâle et elle devient femelle par la suite. D'accord. Et c'est pour beaucoup lié à la température? Là, ce sont des phénomènes qui sont normaux. D'accord. Ou comme je le disais... Oui, mais alors si vous changez, c'est quoi? C'est à partir de quel degré qu'il va y avoir une sélection entre mâle ou femelle dans une eau? À combien? Eh bien, lorsque l'eau commence à se réchauffer, on constate que les mâles deviennent prédominants. On a une modification du sexe et là, par exemple, lorsqu'on s'intéresse au bar, pour ne parler que de lui, dès que la température de l'eau est au-delà de 17 degrés et que cette eau est en train de conditionner des larves, donc des très jeunes individus, eh bien, on se rend compte que quelques mois plus tard, enfin quelques mois, c'est pratiquement 1 an et demi après, lorsqu'on a la chance de pouvoir garder ces poissons, on se rend compte que ces poissons sont à plus de 70% mâles. Ah ouais. Le réchauffement climatique, alors on s'attend à voir que des mâles. Une grande partie, oui. Enfin, du moins pour les poissons. Oui. Voilà, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. J'ai compris qu'on ne parlait que des poissons. Ben, on est bien d'accord. On pourrait parler aussi des reptiles. Ça a des conséquences aussi, la température sur les reptiles. Oui, c'est tout à fait. C'était d'ailleurs... C'est une autre histoire. Mais comment ils vont se reproduire alors s'il y a... Comment vont-ils se reproduire alors? Mais il faudra qu'ils trouvent des femelles, parce que sinon ça ne marchera pas. Ouais, mais peut y avoir... mais à terme, ça va avoir des conséquences, effectivement. Si la population se retrouve majoritairement mâle, vous allez avoir une compétition pour se reproduire déjà, et puis vous allez forcément avoir un effet sur la population globale des poissons. Est-ce que ça peut vraiment aller jusqu'à l'extinction de certaines espèces? Je n'irai pas jusque-là, parce que là, actuellement, on le disait tout à l'heure, les scénarios peuvent être reproduits, mais ils restent quand même assez simples par rapport à la réalité du terrain. Donc il peut y avoir effectivement des situations qu'on ne prévoit pas à l'heure actuelle qui permettront à ces poissons de pouvoir sortir un atout majeur à un moment donné et qui fait que les choses ne seront pas aussi graves que ce qu'on pense. Mais déjà, de territoire, aller vers les eaux froides. Bah oui, forcément. Se déplacer. D'accord, à condition que ce soit des... Quand elles peuvent le faire. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc les espèces qui sont fixes, par exemple, les coraux, etc. Elles vont subir de plein fouet ce genre de choses. Mais si on revient par exemple aux deux poissons dont on parlait tout à l'heure, le bar et la sole, vous allez avoir forcément, dans le cas du bar, un poisson qui est assez nerveux et qui se déplace assez vite. Donc lui pourra éventuellement chercher des conditions plus favorables. D'autres poissons, comme la sole, qui elle est posée vraiment au fond de l'eau, eh bien elle bouge pratiquement jamais et elle ne cherchera pas forcément à partir. Et d'ailleurs, juste pour continuer dans cette petite histoire, sachez qu'il y a une 50aine d'années encore, on trouvait un poisson plat qui s'appelle le flay, on le trouvait encore au large du Sénégal. Et c'est un poisson boréal, c'est une espèce boréale, c'est donc une espèce d'eau froide, enfin majoritairement, mais jusqu'à une 50aine d'années en arrière, elle se retrouvait au large du Sénégal. Et actuellement, la limite sud de cette espèce, c'est Lisbonne.
donc au Portugal. D'accord. Et encore au niveau du Portugal, on arrive à trouver des poches pour cette population-là, qui est en train de survivre dans ces zones-là parce qu'elle a réussi à trouver des conditions qui lui permettent justement de reproduire son cycle sexuel. Donc il leur faut un certain niveau de froid pour pouvoir entrer en maturation sexuelle. Et c'est juste dans ces zones-là qu'ils arrivent à se reproduire. Et puis dès que vous passez, vous arrivez dans le golfe de Gascogne, vous retrouvez à nouveau cette population qui arrive à se maintenir parce que les conditions climatiques, les conditions d'eau lui conviennent encore. D'accord. Alors, il y a une autre campagne de l'Ifremer qui consiste à étudier les conséquences du réchauffement climatique sur la biodiversité en Méditerranée. C'est la campagne MedBionet. Je vous propose d'écouter son chef de mission. Il s'agit de Bruno Andral. Ah, la mer Méditerranée, son soleil, ses plages, l'huile d'olive et sa biodiversité. D'ailleurs, la Méditerranée, c'est ce que l'on appelle un hotspot, point chaud en français. On ne parle plus de farniente, mais plutôt d'écosystème et de réchauffement climatique. Alors, la biodiversité en Méditerranée, c'est quelque chose de très, très fort. Ça fait partie des 25 pôles de biodiversité évalués au niveau planétaire. À une échelle très réduite. Et sa richesse fait qu'on compte entre 10 et 12 000 espèces. Ça représente 4 à 18% selon les embranchements ou les taxons d'espèces auxquels on fait référence de la biodiversité au niveau du monde. 18% de la biodiversité mondiale, une biodiversité déjà mise à mal par notre propre présence. 150 millions d'habitants sur les côtes, 200 millions de plus en période estivale, sans compter la pêche, le transport. Tout ça a déjà un impact négatif sur la biodiversité, mais ce n'est pas tout. Le second impact, qui lui est moins visible, c'est l'impact lié au changement climatique. Puisque depuis une vingtaine d'années, on voit la Méditerranée se réchauffer à peu près 1 degré sur les 20 dernières années, avec des endroits, en fonction de la circulation des courants, où le réchauffement est plus élevé qu'à d'autres endroits. Et ce réchauffement climatique, qui a un impact sur la salinité et l'acidité de l'eau, modifie la répartition des espèces à l'intérieur du bassin méditerranéen. Sans compter que ces changements de température favorisent le développement d'espèces envahissantes et l'arrivée d'espèces venues d'ailleurs. Le meilleur exemple, le plus frappant, en tout cas pour quelqu'un qui côtoie le littoral, c'est par exemple les barracudas ou les dorades coryphènes, qui sont des espèces vraiment qui étaient inféodées au sud du bassin et voire même dans des endroits tropicaux, quoi, que l'on voit remonter progressivement. On a commencé à en voir il y a une dizaine d'années en Corse, et maintenant sur le littoral PACA et sur le littoral LR, il n'est pas rare de croiser ces poissons-là sur nos côtes. Les dernières études ayant observé les espèces présentes sur le bassin méditerranéen ont compté plus de 140 espèces de poissons exotiques, soit venues de l'Atlantique par le détroit de Gibraltar, soit de la mer Rouge par le canal de Suez. Du coup, pour en savoir plus sur l'impact du réchauffement en mer Méditerranée et savoir un petit peu mieux à quoi s'attendre, il faut poursuivre les recherches. Mesures physiques, hydrologie, études du plancton, des sédiments et des poissons, c'est ce qu'ont fait les chercheurs de la campagne MedBionet à bord de l'Europe, entre septembre et octobre dernier. Pour les résultats, rendez-vous en juin 2016. Ben voilà, on confirme encore en Méditerranée qu'il y a des changements quand même. Et là, il citait le cas du barracuda et le cas de la dorade coryphène. Il y a d'autres cas. Il y en a un qui est quand même assez remarquable. C'est le cas du rabbit fish. Donc, c'est un poisson qu'on appelle le poisson lapin. C'est un poisson herbivore qui est remonté de la mer Rouge et qui s'installe en Méditerranée orientale. Et ce qui est assez, qui mérite la peine d'être signalé, c'est qu'il y a une activité économique qui s'est développée autour de ce poisson. On va le chercher pour le pêcher et en plus on l'élève. Ah bon ? Oui. On l'élève, mais on l'élève... En aquaculture. En aquaculture ? Et c'est un poisson qui est assez recherché à l'évidence. Et ces espèces prennent la place d'autres espèces ? Elles occupent forcément la place de quelqu'un. D'accord. Donc, à un moment donné, forcément, il y aura une compétition pour l'accès à la ressource, puisque forcément, ce qui conditionne l'épanouissement d'une espèce, c'est avoir l'accès à la ressource alimentaire et aussi avoir la capacité de se reproduire. Donc, forcément, si vous gênez un des deux paramètres, vous allez forcément gêner l'espèce. Oui, bien sûr. On a une question d'internaute, je crois. Élodie. Oui.
Oui, c'est Marie Pignot qui nous demande sur Facebook si le réchauffement climatique pourrait éventuellement faire disparaître certaines espèces animales et végétales, est-ce qu'il pourrait aussi en parallèle favoriser l'apparition de nouvelles espèces? Ah, est-ce que ça pourrait faire apparaître de nouvelles espèces? Eh bien, moi je répondrais à cette question en disant les nouvelles espèces sont déjà là. Je veux dire par là que les nouvelles espèces n'apparaissent pas comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Elles apparaissent tout simplement au cours d'un processus qu'on appelle un processus évolutif. Et effectivement, on peut imaginer que les conditions environnementales changeantes vont créer une pression de sélection sur certaines espèces, et ces espèces vont devoir évoluer pour pouvoir se maintenir ou éventuellement aller rechercher d'autres territoires. Donc forcément, ces conditions actuelles sont en train de créer de nouvelles espèces qu'on ne connaît pas à l'heure actuelle, mais qui sont en train d'apparaître. Ça veut dire qu'elles apparaissent quand même très vite, parce que le réchauffement est très récent. Et il y a le processus de sélection se joue à deux niveaux. Il y a le niveau que l'on connaît tous, qui est largement décrit, qui est le niveau darwinien. Autrement dit, on a une pression-sélection qui s'opère sur les gènes des individus, on sélectionne les plus performants pour une condition donnée. Et puis vous avez un autre processus qui est beaucoup moins évident et qu'on commence à comprendre actuellement, qui est un processus de plasticité. Autrement dit, nous tous ici, nous avons la capacité de nous adapter à des conditions changeantes. Et les poissons, comme les autres organismes vivants, ont aussi cette capacité. Et cette possibilité fait que, à un moment donné, les individus les plus performants vont rester performants justement par rapport à d'autres qui n'auront pas cette capacité à adapter leur physiologie. Et donc ce processus permet de tamponner la sélection darwinienne classique, qui elle s'opère sur des délais beaucoup plus longs. Il y a un autre organisme marin qui est très utile pour étudier le climat parce qu'il est fixe, c'est l'huître. Et également, et on est donc allé filmer dans le laboratoire de Fabrice Pernet, et il me raconte exactement ce qu'il arrive à avoir comme information. C'est très précieux d'ailleurs avec ses huîtres. Comment faire pour étudier l'impact du changement climatique sur les espèces marines? Eh bien, en surveillant les huîtres. Un peu comme les abeilles sur Terre, elles sont un témoin clé du changement climatique. L'huître est une espèce d'intérêt, tout d'abord parce qu'on peut considérer que c'est un peu une sentinelle de l'environnement marin. C'est une espèce qui est largement répandue sur toutes les côtes quasiment du monde. Puis le deuxième élément, c'est un organisme filtreur, donc qui filtre l'eau, qui est donc directement exposé au changement de la qualité de l'environnement. Et puis le troisième élément, c'est que c'est un organisme qui vit fixé, qui ne peut pas s'enfuir, et qui donc, à ce titre-là, agit comme un capteur de l'environnement, comme si on posait un capteur et qui n'en bougera pas. Pour étudier l'effet de l'environnement sur ces sentinelles marines, les chercheurs travaillent sur différents paramètres de température, salinité et acidité. Ceci est une réplique du dispositif d'étude de l'acidification. 3 bassins d'huîtres, chacun à un niveau de pH différent et alimentés par du phytoplancton pour que les huîtres puissent se nourrir normalement. Le premier pH correspond à celui de l'eau avant l'industrialisation, le second à celui d'aujourd'hui et le troisième à celui que nous pourrions trouver dans 100 ans. Au bout d'une semaine, surprise, tout le monde va bien. Les huîtres se sont adaptées. Alors, ce qu'on a voulu voir, c'était est-ce que des animaux qui sont exposés à des milieux plus ou moins acides sont plus ou moins sensibles aux maladies qui les affectent naturellement. On a introduit une maladie dans le système, et ce qu'on a pu voir, c'est que les huîtres, ici, qui étaient exposées à un pH de 7,8, ont présenté une sensibilité accrue à la maladie par rapport à leurs homologues qui étaient exposés à un pH de 8,2. On a un taux de mortalité qui augmente de 25% par rapport aux huîtres témoins. Pour comprendre pourquoi les huîtres du bassin plus acide résistent moins à la maladie, il faut regarder ce qu'il se passe à l'intérieur. On prélève les huîtres des différents bassins et on les passe à la moulinette. C'est à partir de ce jus d'huître qu'on pourra faire des analyses plus poussées. Le chercheur va étudier les stocks en énergie du mollusque, essentiellement du glucose, du sucre en somme. Ce qu'on cherche à savoir, c'est quelle est la quantité d'énergie qu'il lui a fallu pour s'acclimater aux conditions du milieu, et du coup l'énergie qui lui reste pour faire face à d'autres aléas dans l'environnement. Ce qu'on voit, c'est que finalement les huîtres qui sont prélevées à 8,2 ont des teneurs en sucre plutôt plus élevées que les huîtres qui ont été prélevées à 7,8. Ce que ces résultats laissent penser, c'est qu'un environnement plus acide
conduit à une dépense d'énergie plus élevée chez l'huître, juste pour se maintenir en vie. Et donc elle a moins d'énergie disponible pour faire autre chose, et notamment lutter contre une maladie. Pour confirmer ces hypothèses, il reste encore à analyser toutes les huîtres mises en culture cet été. Et surtout, à renouveler l'expérience. Les expériences qu'on fait, qui sont ponctuelles aujourd'hui, jusqu'à un certain point, elles présentent une limite, c'est qu'elles ne sont pas vraiment représentatives de la situation qu'il y aura dans 100 ans. On ne travaille pas sur les animaux du futur, on travaille sur les animaux d'aujourd'hui dans un scénario futur. Les animaux auront peut-être le temps, même s'il est faible sur une échelle de temps évolutive, de s'adapter. Et ça, aujourd'hui, on ne peut pas le savoir. La seule manière de le savoir, en fait, ce serait de faire des expériences qui impliquent plusieurs générations d'animaux. Et c'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'on va faire dans les prochaines années. Allez, petites huîtres sentinelles, vous surveillez l'océan et nous, on garde un œil sur vous. Ça vous intéresse, Jean-Louis Etienne, les huîtres? Vous aimez ça? C'est bon. C'est bon. Ouais, mais vous avez vu, c'est très bon. C'est vrai que c'est un filtreur. Ah ouais. Et donc ça filtre ce qui passe, que de temps en temps, effectivement, elle s'enrhume. Ouais, et ça permet d'observer in situ l'évolution aussi du climat et des maladies. Je voudrais qu'on glisse vers une des dernières parties de notre émission, à savoir quel avenir pour l'océan. Nabil Sultan, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous dirigez l'unité de recherche géosciences marines. C'est bien ça. Alors, on parle beaucoup, juste avant de dire plus précisément, c'est très spectaculaire quand même ce que vous allez nous raconter, je trouve que je ne connaissais pas beaucoup, mais bon, on parle de l'avenir. L'avenir, c'est déjà l'océan qui va monter, donc c'est quelques millimètres par an, c'est à peine 2 millimètres par an. On en est à combien maintenant? 3,2 mm par an. 3,2, alors ça paraît très peu comme ça, mais en fait, ça va vite. Ben oui, ça se dilate, il y a de l'eau qui arrive, ça monte doucement. D'accord, et on précise quand même que si les océans montent, c'est pas parce que la banquise fond, on est bien d'accord? Non, oui. Alors, rappelez-nous ça, c'est important. Mais la banquise, c'est de la glace de mer, c'est-à-dire il y a de l'eau, la mer qui gèle, ça fait la banquise, et puis quand la banquise fond, ça refait de l'eau. Bon, c'est pas la même chose, mais ça n'amène pas d'eau douce à la mer. C'est comme si j'avais un glaçon dans mon verre. Par contre, le Groenland qui amène des grosses masses de glace, ce sont des glaciers qui amènent de l'eau douce à la mer, comme les glaciers de terre et comme l'Antarctique. Ça fait monter le niveau des océans. Et puis aussi, ce que vous dites, la chaleur, la dilatation. Ça dilate. Ça dilate. Tous les corps chauds se dilatent, donc l'eau n'échappe pas à cette règle-là. D'accord. Donc, l'océan monte, mais vous travaillez aussi sur un sujet qu'on connaît moins, c'est ce que je disais, c'est les remontées de méthane qui seraient liées au réchauffement climatique, ce qu'on appelle les glaces qui brûlent, c'est ça? C'est un peu étrange, tout ça, expliquez-nous. Voilà, on les appelle les hydrates de gaz ou les hydrates de méthane. Okay. Alors, il faut savoir que certains bassins sédimentaires contiennent des quantités assez importantes d'hydrates de méthane, donc les hydrates de gaz. Alors c'est quoi les hydrates de gaz? C'est l'hydrate de gaz a l'aspect de la glace, mais ça piège énormément de méthane. Donc il faut savoir, par exemple, qu'un mètre cube de ces hydrates de méthane dégage l'équivalent de 164 mètres cubes de méthane à la pression atmosphérique. Donc vous imaginez un mètre cube de solide dans le sédiment. Donc ce méthane, il est enfoui? Il est dans le sédiment. Il est dans le sédiment. Dans le sédiment, enfoui. Oui. D'accord. Et que se passe-t-il? Alors ces hydrates de gaz sont très sensibles à la température. Oui. Donc, une petite augmentation de la température, ça décompose ces hydrates de gaz. D'accord. Donc, les hydrates de gaz se transforment en eau, en petite quantité, plus du gaz sous pression, qui fracture le sédiment, qui déforme le sédiment et qui remonte dans la colonne d'eau, dans l'océan. D'accord, donc on a un dégagement de méthane en plus? Voilà, on a un largage de méthane dans la colonne d'eau, dans l'eau de mer. D'accord. Et qui peut arriver éventuellement dans l'atmosphère, évidemment. Qui peut arriver dans l'atmosphère. Et en plus de ça, ça fracture les roches. Ça fracture le sédiment. Ça peut créer des éboulements sous-marins? Ça fracture le sédiment, donc ça peut générer des glissements de pente, des glissements sous-marins. D'accord. Où est-ce que vous êtes en mer Noire, c'est ça, pour étudier ça? On a étudié les hydrates de gaz en mer Noire très récemment, là, en septembre dernier. Et le but était d'identifier, quantifier ces hydrates de gaz, voir un tout petit peu comment sont distribués par rapport à des instabilités sédimentaires qu'on a observées sur le fond de mer. Donc voir s'il y a un lien entre les hydrates de gaz dans le sédiment et les déformations de surface. Et c'est quelque chose qu'on peut trouver dans tous les océans?
On peut le trouver sur la plupart des marches continentales à partir de 400-500 mètres de profondeur d'eau, 4-5 degrés, on commence à former des hydrates de gaz, des hydrates de méthane. Étienne. Fred, j'ai une question là avec un spécialiste. Les énormes trous qu'on a vus apparaître en Sibérie, c'est un dégazage de méthane, ça? Les hydrates de gaz se forment aussi dans le permafrost. Donc, un changement de température peut dégazer aussi, peut générer du méthane. C'est-à-dire que lorsque la glace fond, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Donc, il faut savoir, par exemple, dans les bassins sédimentaires en Antarctique, il y a des bassins sédimentaires très, très riches en méthane. Il y a des scientifiques qui ont évalué les quantités de méthane sous la calotte glaciaire. Et c'est quelque chose d'assez important. Donc, une réduction de cette épaisseur ou de la température peut encore aussi générer du méthane, dégager du méthane. D'accord, on arrive à Sur les estimer bordures, à un peu plus long terme ce que ça peut donner. C'est un phénomène nouveau qui est lié au réchauffement, on est bien d'accord. Mais si on a beaucoup de poches de méthane un peu partout comme ça peut avoir des conséquences importantes quand même, non? Voilà, c'est un cercle. Donc le réchauffement climatique génère du méthane, mais le méthane, s'il arrive dans l'atmosphère, il amplifie ce processus de réchauffement. Donc ça devient un cercle vicieux qui s'amplifie, qui s'accélère. D'accord, ok. Est-ce qu'on peut imaginer l'exploiter un jour si on arrive à les... Il y a des pays qui travaillent sur l'exploitation du méthane à partir des hydrates de gaz. C'est un sujet à ne pas évoquer. Pourquoi? À l'Ifremer, nous ne travaillons pas du tout sur ce sujet-là. On travaille sur ce sujet en termes de changement climatique, de risque, d'aléas géologiques. Il y a d'autres pays qui considèrent que ça peut être une source d'énergie. Le Japon, les États-Unis, le Canada, la Chine. On pourrait le capter. Alors, tout dépend ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut le capter pour le restocker ou est-ce qu'on veut le capter pour l'utiliser? Si on veut le capter pour l'utiliser, je crains que ça ne fasse qu'aggraver nos problèmes. Parce que, grosso modo, il faut bien toujours repartir de la même chose. Idéalement, il ne faut pas qu'on consomme toutes les ressources fossiles qui existent. Si on commence à consommer toutes les ressources fossiles qui sont sur la Terre, il est clair qu'on ne s'en sortira pas. Et donc, on en a trop. Contrairement à... Il y avait un bouquin qui portait ce titre-là. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est qu'on n'a pas... non pas assez de pétrole ou pas assez de gaz, mais on en a trop, quoi. En tout cas, par rapport à un problème de réchauffement climatique. On a une question. Élodie. Oui, nous avons une question de Martin qui voudrait savoir si ces glissements dans les fonds marins pourraient provoquer des tsunamis, par exemple. Alors, est-ce que ces fractures sous-marines peuvent provoquer des tsunamis? Alors, il y a un exemple, c'est un glissement qui s'appelle le glissement de Storegga, au large de la Norvège, qui fait 750 km de long sur 200 km de large. L'origine de ce glissement, donc, il date il y a 10 000 ans, entre 8 000 et 10 000 ans. Et l'origine de ce glissement, pour certains chercheurs, est associée à la présence de ces hydrates de méthane. Il faut savoir que ce glissement a généré un tsunami assez important. Oui. D'accord, donc on a tout intérêt à localiser quand même. C'est facile de localiser ces poches? C'est très difficile. En mer Noire, par exemple, au large de la Roumanie, ça fait 20 ans qu'on suspecte la présence de ces hydrates de gaz, pas seulement l'Ifremer, mais des instituts de recherche européens et ailleurs. Et c'est avec notre campagne de septembre dernier qu'avec les méthodes géophysiques acoustiques qu'on a réussi à récupérer des hydrates de gaz. Donc ça fait 20 ans qu'on les suspecte. C'est maintenant qu'on a réussi à les identifier, à les quantifier. D'accord. On va se tourner maintenant un petit peu du côté de la banquise, qui est un petit peu inquiétante. On est allé filmer Fanny Ardouin dans son laboratoire. Voilà, on peut l'écouter. C'est beau la banquise, mais c'est aussi drôlement loin, sans compter qu'il y fait particulièrement froid et qu'il est compliqué de s'y rendre. Heureusement, pas besoin d'y aller tous les jours pour savoir ce qu'il s'y passe. Les satellites sont là pour ça. Mais au fait, c'est quoi la banquise ? Il ne faut pas confondre la banquise et les icebergs. La banquise se forme lorsque la mer gèle à moins 1,8 degrés Celsius, puisque la mer est salée, alors que les icebergs sont des morceaux de glaciers continentaux qui sont tombés dans la mer et qui vont dériver en mer. Dans le labo de Fanny Ardouin, d'énormes serveurs informatiques reçoivent chaque jour des données de dizaines de capteurs satellites. Ces derniers passent plusieurs fois par jour au-dessus des deux pôles, au nord l'Arctique, où l'on trouve les ours blancs, et au sud l'Antarctique, où sont nos amis les manchots.
Et avec toutes ces données, on fait des cartes de la banquise. Comme les données arrivent tous les jours depuis près de 25 ans, nous pouvons suivre l'évolution au jour le jour et d'une année sur l'autre, par exemple de l'étendue de la surface gelée en Arctique et en Antarctique. On constate une diminution moyenne nette de l'étendue de glace en Arctique et notamment de la proportion de glace pérenne par rapport aux glaces jeunes. La glace pérenne, c'est la glace qui reste, celle qui ne fond pas durant l'été, un peu comme les neiges éternelles au pic des montagnes. Pour détecter la glace dite vieille, les chercheurs observent sa rugosité. Prenons un glaçon. Plus il reste longtemps au congélateur, plus il devient rugueux. Pareil pour la banquise. Il y a 25 ans, la glace pérenne représentait la moitié de la surface totale de la banquise. Aujourd'hui, elle n'en représente que le tiers. Le deuxième paramètre important que l'on peut observer avec toutes ces données satellites, ce sont le déplacement de la glace de mer, parce que la glace de mer bouge au gré des vents et des courants. Et si on regarde depuis toutes ces années l'évolution de ces déplacements, en fait, la vitesse a augmenté. Ce qui est une autre façon de montrer que le volume de la glace en Arctique a diminué. En moyenne, en 25 ans, le vent soufflant sur l'Arctique n'a pas changé de puissance. Donc si la glace se déplace plus vite, c'est qu'elle est plus facile à pousser. La banquise arctique est donc bien en train de fondre. Donc on observe une diminution de la surface moyenne de banquise en Arctique, mais cela n'a aucune influence sur la hausse du niveau des mers. Si on met un glaçon dans un verre d'eau, qu'on relève le niveau et que l'on attend qu'il fonde, on s'aperçoit que le niveau ne change pas. C'est pareil avec la banquise. Ce sont les icebergs et les glaciers qui, lorsqu'ils fondent, apportent une quantité d'eau en plus. N'empêche, moins 25% de banquise arctique en 25 ans, ça doit bien se sentir quelque part. La banquise réfléchit à 90% les rayonnements solaires. Donc avec moins de banquise sur la même surface d'océan, le rayonnement solaire va pouvoir pénétrer la surface de l'océan glacial arctique. Donc la surface de cet océan va se réchauffer. Donc, le réchauffement climatique fait fondre la banquise et la fonte de la banquise réchauffe l'océan. C'est l'effet boule de neige, le froid en moins. À ce rythme-là, que restera-t-il des pôles dans 100 ans ? Vous connaissez bien ces régions polaires, Jean-Louis Etienne. Quand on est sur le terrain, on le constate aussi de visu, ce changement climatique. Ce que l'on constate, bon, les satellites nous montrent qu'effectivement, à la fin de l'été, il y a une régression de la surface. C'est plus difficile à estimer l'épaisseur, même s'il y a des façons de le mesurer. Mais sur le terrain, on constate qu'il y a ce qu'on appelle des crêtes de compression qui sont moins hautes. Je m'explique, la banquise sont des plaques d'eau de mer salée, et donc ça bouge sans arrêt avec le vent, le courant. Les plaques, il y a une véritable tectonique des plaques de glace. Elles entrent en collision et ça fait comme ça des crêtes de compression. Oui. Plus la glace est épaisse, plus les crêtes de compression sont hautes. Et moi, la première fois que j'étais, c'est en 85, j'y suis allé quelques fois depuis, et je me rends compte que les crêtes de compression sont beaucoup plus basses. Ça veut dire que l'épaisseur de la banquise c'est considérablement réduite. Et ce que disait Fanny est très bien. Elles sont vraiment beaucoup plus basses. Oui. Et ce que dit Fanny, c'est exact. La vieille glace disparaît. C'est-à-dire que c'est quelle hauteur de différence ? Parce qu'il faut bien comprendre, quand on dit la banquise disparaît, elle disparaît à la fin de l'été. On est d'accord. Pas en hiver, elle se reconstitue. Là, à l'heure actuelle, c'est la nuit polaire, ça recommence, elle se refait. Elle va faire de la glace de l'année, qui va faire 1 mètre, 1,20 mètre d'épaisseur. Mais elle est probablement moins épaisse. Elle fait 1 mètre d'épaisseur, par exemple, alors qu'avant, il y avait de la glace pluriannuelle qui s'entretenait d'un hiver sur l'autre, et il y avait des endroits, 1,80 m, 2 mètres d'épaisseur. C'est cette glace pluriannuelle qui est en train de disparaître. Et alors, donc, il y a davantage d'eau libre aujourd'hui qui s'offre au soleil, donc ça devient un capteur, parce que ce qui est foncé capte, Fanny expliquait ça très bien, oui. Et ça ne réfléchit plus le soleil par endroit, donc ça le capte, ça réchauffe à côté, il y a cette espèce de phénomène d'emballement, et l'Arctique s'est réchauffé à certains endroits de 4 degrés en 70 ans, c'est énorme. La température moyenne de la surface de la Terre s'est réchauffée de 0,8 en un siècle, à certains endroits en Arctique, 4 degrés, donc il y a un phénomène d'emballement. Moi, en termes simples, je dis, on a ouvert la porte du frigo, parce qu'on a besoin de cette chaleur des pôles pour compenser, de ce froid des pôles pour compenser la chaleur tropicale. Donc, alors, si on descend complètement dans le sud, sur l'Antarctique... Dans le sud, j'ai une expérience personnelle, c'est que j'ai traversé l'Antarctique du bout de la péninsule jusqu'à l'autre extrémité en 80. Combien de kilomètres ?
6700 km, 7 mois. C'est les chiens qui tiraient les traîneaux. Hein. Vous leur donniez à manger. Mais, oui, on leur donnait à manger. Mais les 600 premiers kilomètres sur la péninsule, c'était un ice shelf, c'est-à-dire une plateforme de glace, c'est-à-dire les glaciers qui descendent sur l'eau, comme ça, qui flottent. Ouais. On a emprunté ces plateaux de glace. Les 600 premiers kilomètres ont disparu, ce qu'on appelle l'Arsenal Ice Shelf. En 2000 et en 2002, ces plaques de glace ont disparu. On ne pourrait plus refaire la même traversée où les premiers 600 km ont disparu. Donc c'est une réalité. Les régions polaires... L'Antarctique aussi touchée par le réchauffement climatique. Ça, c'est un exemple touché par... Oui, il suffit que la température de l'eau augmente, vient éroder... Si vous voulez, on a bien vu que l'Antarctique, c'est une immense calotte de glace. Ouais. Et donc par gravité, ça descend, ça arrive sur l'eau, et ça flotte sur l'eau, et ça va loin. Ça va des fois jusqu'à 200, 300 km. Ça flotte, on appelle ça des plateformes de glace. Et quand elles se cassent au bout... ça fait ces fameux icebergs tabulaires. Et aujourd'hui, il y a une érosion par la chaleur de l'eau qui se fait dessous. Donc il y a de la glace qui disparaît, en fait, qui se détache plus facilement. Et derrière, les glaciers qui ont moins de résistance accélèrent. Donc on peut imaginer qu'il y a un phénomène d'accélération de perte de glace. Pas uniformément, mais dans certains endroits, oui. D'accord. Et nous, on glisse tranquillement vers la fin de cette émission. Je vais retourner vers Élodie pour savoir si on a encore des questions. Oui, on a une petite question de Margot, 13 ans, qui voudrait demander à Jean-Louis Etienne comment on fait pour devenir explorateur. Ah, comment on fait ? C'est une très bonne question. Il faut un métier. Il faut un métier. Ceux qui sont, par exemple, à la base française du Mont d'Urville, il y a tous les corps de métier. Ceux qui veulent embarquer sur les bateaux d'Ifremer, il y a tous les corps de métier. Soudeurs, cuisiniers, infirmiers, médecins, scientifiques, mécaniciens. Donc, c'est tous les corps de métier. C'est ça qui est important à comprendre. Moi, je suis entré dans l'exploration parce que j'étais médecin. La course autour du monde que j'ai Vous avez commencé avec Tabarly ? Oui, avec le père Jaouen d'abord. Il m'a pris parce que j'étais docteur pour sa clientèle difficile. Ouais. Ensuite... moi, j'ai été médecin avec Tabarly, qui m'a pris parce que j'étais médecin. Donc, si tu veux venir explorateur, il faut en avoir envie. Ça, c'est la base, d'abord. Ouais. Et ensuite, un métier permet d'accéder à une multitude d'opportunités. Et comment on devient passionné, océanographe, comment on peut devenir chercheur ? Il y a plein de métiers à Ifremer. On dit toujours chercheur, mais il y a des métiers très différents et très complémentaires. Il y a des métiers différents simplement parce que l'Ifremer, ce n'est pas un organisme de recherche classique, quoi. Ce n'est pas qu'un organisme de recherche. L'Ifremer se définit par son milieu, finalement, par le fait qu'on essaye de connaître le maximum de choses sur la mer. Alors pour ce faire, on a besoin de chercheurs, on a aussi besoin d'ingénieurs, on a besoin de gens qui font des technologies, on a besoin de gens qui innovent, on a besoin de gens qui font de la mesure. Donc vous allez du chercheur à l'ingénieur, en passant par le technicien et tous ceux qui vont faire fonctionner tout cet univers-là. Donc il y a de la place et il y a des métiers... Alors je ne sais pas si ça permet de devenir explorateur, mais enfin ça peut aider aussi. Si, déjà un peu. Ça permet d'aller au moins 6 mois. Explorateur. Un petit peu, oui. Oui, vous avez l'occasion de beaucoup voyager ? Tenez bien votre micro. La dernière fois, j'étais sur un bateau il y a 3 ans. Oui. D'accord. C'était en Afrique. Ok, donc régulièrement, vous pouvez partir sur des missions comme ça. Sur des missions en mer, mais aussi parfois des conférences de temps en temps, rencontrer d'autres chercheurs, d'autres pays, voir les résultats de recherche des autres chercheurs. Mais explorateur, c'est toujours un métier d'avenir, parce qu'en fait, ce qui change, c'est l'échelle de l'exploration. Nos premiers explorateurs partaient ramener des spécimens qu'ils attrapaient, qui sont dans les muséums aujourd'hui. Aujourd'hui, on part avec des outils de plus en plus poussés. On va dans la génétique, donc on prend des échantillons. Donc chaque fois, il y a des nouveaux instruments, donc des nouveaux explorateurs, une nouvelle technique sur le terrain. Donc c'est infini. D'accord. Et alors, quand est-ce que vous partez sur votre Polarpod ? Écoutez, il faut le construire. En principe, ça va durer 1 an et demi, 2 ans, l'essayer. Et puis le départ sera fin 2017, début 2018. D'accord. Bon, ça, c'est une belle aventure. Et c'est très stable, hein ? Oui, j'ai retenu. C'est très, très stable. J'ai à le tester. Hein. Bienvenue. Ah, ok, avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toutes les équipes d'Ifremer, de l'Ifremer, de nous avoir accueillis. Merci au public ici à Brest. C'était un vrai plaisir d'être avec vous. Bravo à vous. Voilà. Et nous, on se retrouve bientôt sur l'Esprit Sorcier. Passez une bonne soirée et merci aussi pour toutes vos questions. C'était très sympa. Ciao.